France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, le premier de la semaine. Nous sommes le 27 février. Déjà, ça passe vite. Avec un ton absolument pourrave sur Paris. Et écoutez, prenez le parapluie. Ou alors le mieux, c'est encore de rester au sec tranquillement en train d'écouter et de participer éventuellement au grand forum avec aujourd'hui la team pour m'accompagner. Youssef Brakni. Salut Youssef. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Comment tu vas Youssef? Ça va, tranquillement. Et notre ami Yasser Louati qui est en retard, qui va pas tarder d'arriver j'espère. Un petit peu de retard. Bon, entre 18h30 et 18h30 évidemment, nous reviendrons sur la fessée, la déculottée, je sais pas quels sont les termes qu'on peut employer, enfin l'humiliation de Marseille chez elle par le PSG hier soir. T'as vu le match ou pas? Oui, je l'ai vu. C'était très bruyant. Ah ouais, non. Mais 5-1. Jamais le PSG n'avait battu Marseille avec un tel score. Voilà. Ouais. Donc autant dire que du côté de Marseille, c'est la soupe à la grimace depuis hier soir, à tel point d'ailleurs que la plupart des spectateurs ont quitté le stade avant la fin du match. Il y avait un stade quasiment vide à la fin du match. Voilà, ouais. C'était assez hallucinant, incroyable. Donc avec Ralph Bécheni tout à l'heure, nous y reviendrons avec Amar pour l'éphéméride et les quelques événements qui ont marqué cette date du 27 février. Les 10 minutes Libertad tout à l'heure, vous pourrez ainsi nous appeler bien sûr en toute liberté et tranquillité aussi au 01 40 33 9000. Ton coup de cœur Youssef, on va parler de quoi aujourd'hui avec toi? Ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est dans le contexte des élections présidentielles et législatives, c'est le parti français et musulman, un tout nouveau parti. Ah oui, on a déjà entendu parler. Oui. Ouais. Le j'aime ou j'aime pas aux alentours de 17h30 bien sûr tout à l'heure. Et puis ton avis tranché Youssef, c'est quoi? Du coup mon avis tranché fait écho au coup de cœur, je les ai liés. C'est sur la question du moindre mal pour les élections présidentielles. Qu'est-ce que tu entends par là, par le moindre mal? C'est-à-dire dans le fait que souvent on nous appelle à voter pour le moindre mal. Oui, pour le moins pire quoi. Voilà, le moins pire, le moindre mal. Ouais. Est-ce qu'on va y avoir droit encore cette année visiblement? Là c'est reparti pour un tour là. Justement, c'est ce que je vais essayer de démontrer. D'accord. On en reparlera donc avec toi tout à l'heure. La question du jour évidemment en rapport avec ce qui s'est passé à Constantine hier avec cet attentat et cet attentat kamikaze qui a été revendiqué d'ailleurs, sachez-le, on l'a appris tout à l'heure par Daesh. La question est la suivante, faut-il prendre cette menace terroriste en Algérie au sérieux ou alors faut-il faire confiance aux autorités algériennes pour éviter à ce pays un bain de sang? Eh bien, vous pourrez ainsi nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr ou sur la page Facebook aussi pour réagir sur la page Facebook qui est donc France Maghreb 2, n'hésitez pas à vous y rendre. On va commencer avant de parler évidemment du zapping que l'on va commenter avec Youssef en attendant Yasser. Notre coup de cœur musical, tu le connais peut-être, c'est Cher Si Bémol. Tu connais? Non, je connais pas. Eh bien, à découvert, tout de suite à découvrir. Un grand artiste algérien, de surcroît kabyle, Cher Si Bémol sur France Maghreb 2 en version live, le coup de cœur musical pour débuter cette semaine de ce lundi. Bonne semaine, bienvenue, la liberté a frappé dans votre transistor, sachez l'accueillir chez vous tranquillement. Si Bémol à l'instant en live s'il vous plaît sur France Maghreb 2. Alors Youssef, qu'elle s'en pense? Pas mal non? C'est vraiment très bien, sans l'influence kabyle. Un petit peu, chez Tarken. Allez, dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2 bien sûr, bienvenue dans votre grand forum 01 40 33 9000 pour nous rejoindre bien sûr pour commenter l'actualité aujourd'hui et répondre à cette question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous pouvez donc répondre par mail, par le biais du standard, mais aussi par le biais de la page Facebook suite à ce qui s'est passé hier à Constantine. Cet attentat, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, qui a été revendiqué d'ailleurs par Daesh en début d'après-midi. La question est la suivante, faut-il prendre cette menace terroriste au sérieux ou alors faut-il faire confiance aux autorités algériennes qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, a une armée professionnelle, une armée qui a quand même prouvé qu'elle pouvait mettre à mal les terroristes dans ce pays. Donc faut-il faire confiance à cette armée pour éviter à l'Algérie un bain de sang? On sait qu'il y en a quelques-unes dans le monde qui aimeraient que l'Algérie bascule. Donc la question est tout à fait claire, à vous d'y répondre bien sûr, 01 40 33 9000, lgf@francemaghreb2.fr ou via le biais de la page Facebook, France Maghreb 2. Voilà qui est dit, on en reparle bien sûr sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Merci d'être avec nous, un peu de pub, on met un peu d'argent dans la caisse, on est de retour très vite avec, dans un instant, le zapping que l'on va commenter avec notre ami Youssef Brakni qui est avec nous aujourd'hui. En attendant, notre ami Yasser Louati qui nous rejoindra aux alentours de 17h. À tout à l'heure.
Le grand forum, merci d'être avec nous. Nous sommes lundi 27 février avec notre ami Youssef Brakni qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité bien sûr, pour vous accueillir aussi au 01 40 33 9000. Youssef, on va commencer par cette info qui est tombée tout à l'heure. C'est notre ami Ziad Medouk depuis Gaza qui nous apprend cette information. Ouais. Il y a eu 10 raids israéliens de l'armée israélienne sur la bande de Gaza aujourd'hui, un petit peu partout d'ailleurs dans les différents endroits de la bande de Gaza. Ils ont blessé 3 Palestiniens. Il semblerait, d'après ce que nous disait Ziad, que l'armée israélienne en fait est en train de provoquer les différentes factions de Gaza. Il semblerait que donc l'armée israélienne souhaiterait en fait un nouvel affrontement entre les différents, entre le Hamas pour faire simple, et l'armée israélienne. Et évidemment, qui en paye les pots cassés, bien sûr, c'est toujours les civils dans cette prison à ciel ouvert. Ça t'évoque quoi, Youssef, cette continuité finalement et cette actualité qui n'évolue pas, qui ne change pas pour les Palestiniens, pour les Gazaouis en particulier? En fait, cette nouvelle agression des armées sionistes, elle est à mettre en perspective en fait avec la nouvelle nomination d'un nouveau chef pour le Hamas, Yahya Sinwar. Qui représente un peu la ligne militaire du Hamas. Et à mon avis, cette agression israélienne, elle sert surtout à mettre la pression sur le Hamas et à les mettre en garde, en réalité, sur cette nouvelle ligne qui est plutôt une ligne pro-résistance et qui, du coup, usée par les désillusions, par un processus de paix, par le fait qu'Israël ne respecte absolument rien à chaque fois qu'il s'engage à un cessez-le-feu, etc., va sûrement, à mon avis, reprendre les hostilités avec l'occupant israélien. Oui, en tout cas, voilà l'information qui est donc nous est parvenue tout à l'heure. 10 raids israéliens de l'armée israélienne aujourd'hui, pour la seule journée d'aujourd'hui, dans la bande de Gaza, blessant 3 Palestiniens. Ils ont évidemment, comme d'habitude, des dégâts considérables, sachant qu'à Gaza, il n'y a quasiment pas d'électricité ou très peu. L'eau potable n'existe pas, enfin n'y est pas. Oui. D'ailleurs, on se rappelle que la centrale d'électricité, c'est celle qui approvisionne en fait l'électricité dans la bande de Gaza, avait été détruite en 2014 par l'armée israélienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les Gazaouis sont vraiment limités à essayer de se nourrir, de se vêtir, de se chauffer aussi. On sait qu'il y avait eu pas mal d'accidents aussi avec ceux qui essayer de s'alimenter en électricité aussi avec des bougies. Il y a eu des accidents malheureusement domestiques. Donc voilà, la situation nous ici de Paris peut nous paraître un peu difficile à comprendre, mais eux ils ont l'habitude, malheureusement depuis des années ils vivent comme ça. Gaza qui est fermé de tous les côtés, mais aussi, et c'est peut-être là aussi le plus scandaleux, c'est également du côté égyptien, c'est fermé, donc ils ne peuvent ni entrer ni sortir finalement. Tout à fait. Voilà. 01 40 33 9000 bien sûr pour venir nous rejoindre pour parler de cette actualité si vous le souhaitez. Et puis on va passer tout de suite au zapping, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le zapping aujourd'hui, mon cher ami Youssef? Pour Daniel Cohn-Bendit, pour faire barrage à Marine Le Pen, le meilleur choix est de voter Macron. D'ailleurs, ça va un petit peu dans un petit peu sur ce que tu vas nous dire tout à l'heure. On écoute Daniel Cohn-Bendit. Moi, je dis pas de voter. Les gens font ce qu'ils veulent. Je dis simplement. Vous dites c'est Macron. Non. Moi, je dis la chose suivante. Il y a aujourd'hui une partie de la société française qui chavire. Et politiquement, ça s'appelle Marine Le Pen, le Front National. Je crois que, et là, on peut reprendre les termes de François Bayrou ou d'autres, une société ouverte pour l'Europe, même s'il faut bouger l'Europe, s'il faut changer l'Europe, voilà ce qu'il faut défendre. Et maintenant, regardez les programmes des uns et des autres, regardez qui peut, au deuxième tour, le mieux battre Marine Le Pen. Parce que, pour la première fois, la décision du premier tour est une décision complètement différente, parce que je crois que si c'est François Fillon qui gagne, qui est au deuxième tour, la gauche n'ira pas voter, ou très difficilement, vu son programme. Elle le fera comme en 2002. Archéo et tout ça. Deuxièmement, si c'est Benoît Hamon, la droite n'ira pas voter. Ou elle ira voter Marine Le Pen. Ou une partie ira voter Marine. Donc, si vous voulez vraiment nous éviter Marine Le Pen, eh bien, Emmanuel Macron est au jour d'aujourd'hui, est le mieux placé. Donc je dis à ceux qui ont été à Nanterre ou qui n'ont jamais été à Nanterre, eh bien, il faut regarder l'évolution des choses.
Il faut regarder l'évolution des choses, comment se structurent maintenant les décisions des Françaises et des Français qui vont aller voter. Et moi, ce que j'espère, c'est que le candidat qui sera au deuxième tour sera au premier tour, sera au premier tour devant Marine Le Pen. Alors que penses-tu de l'analyse de Daniel Cohn-Bendit qui finalement explique que pour faire barrage à Marine Le Pen, il faut voter Macron. Ouais. Voilà. Alors Daniel Cohn-Bendit, c'est vraiment la caricature du 68A, de l'élite politique française, qui prend en réalité les Français pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'en fait, le meilleur moyen de faire gagner Marine Le Pen, c'est ce genre de discours en réalité. Parce que aujourd'hui, la politique, en tout cas le vote, les élections présidentielles, c'est devenu juste de simples calculs. Alors on oublie qu'à la base, moi je pensais que c'était ça, quand je suis parti à l'école, c'est ce qu'on m'a appris, que le vote c'était quelque chose, quand c'était un acte par conviction, c'est un acte politique pour des idées. Or là, en fait, on se retrouve à voter pour un candidat, on s'en fout un peu quelque part de son programme économique, politique, social, etc. Et on va voter pour lui juste pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc ça c'est vraiment, je vois pas le meilleur, c'est vraiment le meilleur agent que pouvait avoir Marine Le Pen, et c'est ce qu'elle n'arrête pas de dénoncer d'ailleurs, et visiblement à juste titre. Oui et non. Alors je vais essayer de reprendre puis essayer de aussi aller dans le sens de Daniel Cohn-Bendit. C'est effectivement on se retrouve dans un deuxième tour avec Marine Le Pen qui dans tous les cas de sondage en tout cas se retrouve au deuxième tour. En tête ou pas d'ailleurs, mais visiblement en tête. Toujours en tête, quels que soient les sondages pour l'instant. Si elle se retrouve effectivement face à François Fillon, elle a plus de chances que si elle se retrouve par exemple face à un Macron, parce que Macron, des gens de droite ou de gauche n'hésiteront pas à aller voter Macron. Or, si c'est Fillon, les gens de gauche n'iront pas. Visiblement, comme ils ont été en 2002 voter Chirac, ça sera pas la même chose. Et si c'est, je ne sais pas, Hamon ou un Mélenchon, les gens de droite n'iront pas voter ou plutôt voteront Le Pen. Donc, dans son analyse, finalement, il n'a pas forcément tort. Le meilleur candidat pour faire barrage, je dis pas qu'il faut voter pour lui, attention, mais le meilleur barrage pour faire barrage à Marine Le Pen, la meilleure solution, enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est Macron. Non mais en fait, pourquoi on prend le problème dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, il faudrait que Daniel Cohn-Bendit plutôt se demande pourquoi aujourd'hui on en est à parler en mode barrage, et que en 2012 on parlait déjà en mode barrage, en 2002 on parlait déjà en mode barrage. En fait, depuis Mitterrand on parle en mode barrage contre l'extrême droite. Donc moi en fait, ça pour moi c'est un faux débat en réalité. Moi je ne pense pas du tout qu'elles sont en capacité de gagner les élections. Après c'est même si maintenant on voit qu'avec l'élection de Trump, avec le Brexit, c'est peut-être possible, mais pour moi c'est pas vraiment le sujet, parce que est-ce que c'est pas jouer avec le feu finalement de dire ça à chaque fois, de dire oui de toute façon elle ne passera jamais, etc. De toute façon ce qui se passe c'est qu'on le dit à chaque fois, mais ce qui se passe c'est qu'elle ne passe pas. Oui. Donc on joue avec rien le plus longtemps possible, mais voilà, jusqu'au jour où éventuellement, comme tu le disais si bien, le Brexit, jusqu'au jour où elle sera élue, dans ce cas-là, il faudra se battre. Et voilà, il faudra faudra vraiment faire de la politique dans ce cas-là. Et peut-être que Daniel Cohn-Bendit, à ce moment-là, il va peut-être se remettre en question et comprendre pourquoi est-ce que Marine Le Pen peut se retrouver en position déjà d'être numéro 1, d'être en tête, ce qui sera inédit. Et en plus de ça, peut-être d'être élue. Alors, on va poser la question à Méziane qui nous écoute. Méziane, est-ce que la théorie de Cohn-Bendit te paraît la bonne? Disons que c'est un mathématicien dans l'âme, ce gars-là, c'est un calculateur. Mais d'un point de vue de la sincérité, c'est un roublard, il n'est pas sincère. C'est un mondialiste. Et le mondialiste, si tu veux, c'est l'indifférenciation des cultures et des peuples. C'est un peu la bâtardisation, et c'est le supermarché mondial. Donc lui, il travaille pour ce système mondialiste depuis longtemps. Et il veut déstructurer tous les peuples, toutes les cultures, toutes les religions au profit d'une élite mondialisée qui n'a ni patrie ni religion. Il n'a que pour un seule religion, le pouvoir de l'argent, des finances, et puis tous les autres ce sont que des consommateurs. Donc moi je pense que la souveraineté des États c'est une façon de dire on est maître de notre politique, parce qu'on ne peut pas agir sur la planète, mais on peut agir sur un pays pour le partage, pour l'équilibre, pour les droits sociaux. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde ouvert, et ça ne veut pas dire qu'il faut rester enfermé dans ses frontières. Mais malheureusement, la politique, elle n'est plus faite dans les États, puisque eux-mêmes sont des vassaux de l'OMC et puis des finances internationales,
par définition, ce sont des gens hors sol. Ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de religion, ils n'ont que pour intérêt, parce que ce sont l'élite, de pouvoir se faire l'argent là où il y a le moins disant. Ils peuvent très bien aller en Chine, au Vietnam, au pays de l'Est, en Israël ou peu importe, en Afrique, du moment qu'on peut exploiter le maximum. Donc voilà la position de Cohn-Bendit et puis de tous ses acolytes, et Macron en fait partie. Merci, monsieur. La souveraineté, c'est la première chose, que ce soit du Front National ou de Mélenchon. Pour ma part, je préfère Mélenchon ou Asselineau. Voilà. Merci Méziane, merci à toi, ciao, à bientôt. 01 40 33 9000 pour prendre part aussi et réagir au zapping. Donc comme Ben dit, si je vous en crois messieurs, il vous inspire pas confiance quoi. Hein. Sa méthode proposée ne vous inspire pas. Surtout c'est un homme du système comme Macron quoi. Ouais. Bon. S'entraide. Alors, poursuite de ce zapping avec samedi soir sur France 2, Laurent Ruquier a choqué les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, particulier quand ce dernier ironise sur un éventuel assassinat de Donald Trump. Écoutez plutôt, c'était samedi soir dans son émission. Je m'aperçois que je ne vous ai pas encore parlé ce soir de Donald Trump, et une semaine sans une connerie de Donald Trump ne serait pas une bonne semaine. C'est quand même le seul Donald dont on aimerait qu'il soit abattu pour cause de grippe aviaire. Notez bien que s'il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas. Attention, hein. Attention, parce que dire de but en blanc que Trump est con serait, c'est vrai, réducteur. C'est pas faux, mais c'est réducteur. Il est aussi incompétent, raciste, misogyne, vulgaire et menteur. Là, au moins, c'est déjà plus complet. Laurent Ruquier donc a choqué les téléspectateurs avec cette phrase, cette manière d'ironiser un petit peu un assassinat de Donald Trump. Est-ce que toi ça te choque, Youssef? Après c'est facile quoi. C'est facile, c'est toujours pareil et ça ressemble. Bon, c'est un peu dans la ligne de Daniel Cohn-Bendit et compagnie. C'est tous ces gens qui, en réalité, ne font que conforter les Marine Le Pen, les Trump et compagnie, en réalité. Ouais. Parce que Donald Trump, jusqu'à aujourd'hui, je vois pas de discontinuité avec ce qu'ont pu être les autres présidents américains. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi il serait pire que les autres présidents. Ou comme par exemple a pu être Nixon ou Ronald Reagan. Ouais, enfin visiblement pour l'instant il a pas fait office d'un très très bon président. Ça a pas l'air très rassurant quand même ce qu'il fait. Hein. Pas plus que n'a été Bush. Ouais. Bush qui a tué quand même des millions de personnes dans le monde. Oui, Obama, je veux dire ni Trump, ni Bush, ni personne. Aussi, hein. Obama également, et d'ailleurs on a vu le bilan où il a largué plus de bombes que Bush. Ouais. Plus il a utilisé énormément de drones, de petits commandos, c'était moins spectaculaire, c'était moins visible, d'accord, c'est clair, c'est pas les grandes guerres de Bush, mais en réalité c'est la finalité est la même. C'est Obama, on va dire, maîtrise plus la com. Faut savoir qu'Obama a expulsé plus d'étrangers que tous les présidents du XXe siècle aux États-Unis réunis, faut le savoir. Alors Donald Trump anti-immigré, etc. et Obama et Bush. Donc voilà, donc les Ruquier et compagnie, voilà, ça me fait rire quoi, ça. D'abord c'était les bobos de gauche. Ouais, les bobos de gauche bien pensants, etc. Alors que voilà, encore une fois, regardons l'histoire américaine. Trump, il est vraiment dans une lignée en réalité. Samir est avec nous. Salut Samir. Salut tout le monde. Oui, je voulais intervenir par rapport à Cohn-Bendit, de ce qu'ils font et d'autres, de ce qu'ils peuvent analyser ou dire. Je pense qu'on n'a aucun ordre à recevoir de qui que ce soit, parce que depuis 2 septennats, on nous enfonce entre les Maghrébins, les musulmans, les ceci, les cela. Et maintenant, c'est bizarre, ils s'inquiètent du passage de Le Pen. Moi, je dis tout simplement, les jeux ne sont pas faits. Il faut attendre l'élection, on va dire, du 2e tour pour enfin parler et débattre. Parce que là, c'est de jouer les jeux. Mais c'est bizarre qu'ils s'inquiètent, parce que si Le Pen passe, ou alors arrive à avoir pas mal de sièges dans le gouvernement, je pense que c'est pas que la communauté musulmane qui vont s'inquiéter des nouvelles lois. Et de toute façon, tant qu'on se tient sur sur la constitution française, qui existe bien et qui est au-dessus de tous ces gouvernements parasites, tout simplement, il faut voir ça avec un peu de recul. Il faut arrêter de. Je pense pas que personne ne peut nous donner des leçons avec tout ce qu'on a ramassé depuis ces deux entre parenthèses présidents qu'on a pu avoir, tout simplement. Merci Samir. Voilà. Merci pour votre avis, votre commentaire, pardon. 01 40 33 9000. Sinon, dans le zapping direction Hébron, vendredi à Hébron en Palestine, Youssef, une manifestation de la jeunesse palestinienne violemment réprimée par l'armée sioniste. Écoutez plutôt.
À Hébron, en Cisjordanie, de violents affrontements ont opposé vendredi des centaines de Palestiniens aux soldats israéliens. Les manifestants commémoraient l'anniversaire du massacre de 1994, un massacre commis par un colon israélien. Ce dernier avait tué 29 Palestiniens et en avait blessé 100 autres lors d'une cérémonie à l'intérieur du caveau des patriarches. Les manifestants en ont profité pour dénoncer la politique de Donald Trump. Ça s'est passé donc à Hébron vendredi en Palestine, donc il y a eu pas mal de jeunes blessés, donc la répression encore une fois à toute épreuve quoi, sans que personne ne dise rien et surtout sans que le monde ferme les yeux sur ce qui se passe là-bas. Non, c'est clair. Alors ça, c'est vraiment très important, une date très très importante, c'est sûr. C'est donc Hébron al-Khalil en arabe, là où il y a le tombeau de Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire que c'est quand même une ville symbolique, sainte pour les musulmans, et c'est vraiment. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il s'appelait Baruch Goldenstein, il me semble, celui qui a commis ce massacre. Eh bien, en réalité, il est membre de la LDJ. Ah oui. Oui, il est membre du même groupuscule que la LDJ qui agit en France, qui est autorisé en France, qui est interdite aux États-Unis et même en Israël. C'est peut-être pas le terme, mais toléré, on va dire. Bah, en tout cas autorisé puisqu'elle s'entraîne dans les locaux. Oui, d'accord, mais vous avez vu le reportage de France 2, bien sûr, où elle s'entraîne dans les locaux de la police, sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est France 2 qui le dit, c'est pas Al Jazeera. Et en réalité, interdite aux États-Unis, en Israël. En Israël aussi, suite, je crois, il me semble, si je me souviens bien, à ce massacre. D'accord, suite à ce massacre, donc ce sont des ultras, et donc c'est bien de mettre ça aussi en exergue vis-à-vis de ce qui peut se passer en France aussi, puisque la LDJ agit aussi impunément et commet à chaque fois qu'il y a eu des manifs pro-palestiniennes, ils agressent des manifestants, etc. Ouais, les danseuses de la LDJ, on les appelle. Ouais, voilà. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à votre chroniqueur. Bonsoir. Je voulais juste tout d'abord commencer par ce que vous venez de dire à l'instant concernant la LDJ. Vous savez que le sport, du moins le self-défense qu'ils ont, c'est Krav Maga, Oui, non, mais je voulais le dire parce que la dernière fois, il y a un invité chez Christophe qui est venu pour dire que c'était donc pour les musulmans une possibilité de pouvoir se défendre les femmes, ce qui est légitime, c'est-à-dire le self-défense en lui-même. Mais il faut pas oublier que ça vient d'Israël. Oui, exact. Ouais. Alors, oui, non, mais c'est très important de le souligner parce que la dernière fois, ça n'a pas été souligné. Je préfère le dire quand même. Vous avez bien fait, Ahmed. Toute l'armée israélienne, d'ailleurs, passe justement ce sport, du moins, ils sont entraînés dans ce sport de combat pour le corps à corps. Et nous, ici, bon, il avait, à juste raison, du reste, moi je le critique pas, c'est comme c'est je veux dire, il est professeur dans le, j'ai oublié le terme, là, d'ailleurs, de track, j'ai oublié comment ça s'appelait, enfin bref, et qui voulait enseigner ça aux filles musulmanes pour qu'elles se défendent. Moi, je trouve que c'est très bien. De toute manière, d'où ça vienne, il faut toujours essayer de prendre ce qui est positif et qui permet aux gens de pouvoir se défendre éventuellement. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous me permettez, bon, on en a parlé, il y a eu quand même deux intervenants au sujet de Cohn-Bendit. Bon, il s'adresse pas déjà dans un premier temps à la communauté musulmane en particulier. Il s'adresse à la France. Ça, quand même, il faut le préciser. Parce que tout à l'heure, juste avant moi, il y a un auditeur qui a parlé comme quoi que, bon, c'est une sorte, il nous a intimé l'ordre de... Non, à la limite, lui, il s'en fout. Il est tranquille, lui. Il a la nationalité allemande, la nationalité française, il peut aller en Allemagne, il s'en fout pas mal. Moi, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. J'ai pas de sympathie particulière pour aucun. À la limite, je dirais tête à mont. Hein. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui, les sujets qui sont débat, c'est même pas des sujets, mais enfin du moins ce qui maintient, je veux dire, Le Pen, ce qu'il a toujours maintenu, parce que nous on ne s'est jamais organisé pour lutter contre ça. C'est-à-dire on est là justement à voir venir les coups, et puis on essaie de dire bon, de toute manière les gens à gauche à droite qui nous disent on s'en fout. Non, mais c'est grave parce que ça soit Le Pen ou que ça soit Fillon, on va vivre des lendemains qui vont déchanter. C'est pour cette raison-là qu'il faudra quand même prendre conscience d'une réalité. Qu'on ait de la sympathie particulière ou que Macron, je veux dire, dépend, je veux dire, du fait qu'il a travaillé, je veux dire, dans une banque et que, bon, c'est les banques et c'est les financiers qui tiennent pratiquement toutes les politiques mondiales, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, c'est notre situation, nous, en tant qu'Arabes musulmans. Nous avons deux candidats qui n'attendent que ça. D'ailleurs, il a musclé son discours, comment il s'appelle, Fillon, après avoir parlé de sujets sociétaux, économiques, etc. Après avoir vu comment il s'appelle Sarkozy, il lui a dit il faut muscler ton discours. La preuve, il a commencé un peu à
à être de plus en plus dur. Et naturellement, ceux qu'ils visent, c'est les jeunes musulmans, les jeunes arabes, les jeunes maghrébins, enfin tout ce qui est français, mais qui ne ressemble pas, si vous voulez, aux Français européens de souche, alors, comme il faut conclure, Ahmed. Allez-y, jusqu'au... Non, faut conclure. Moi, je considère que de toute façon, il faut réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Moi, Macron aujourd'hui, et c'est vrai parce que tout à l'heure, ce qui a été dit, Macron, c'est-à-dire si on vote pas pour lui au premier tour. Il est bien évident qu'au deuxième tour, il a pas c'est-à-dire il risque pas d'avoir des gens de gauche. Donc, ce qui veut dire que les gens peuvent décider de ne pas voter pour lui. Donc, c'est pas quelqu'un c'est-à-dire qu'on doit c'est-à-dire montrer comme quoi que c'est le sauveur, c'est pas le sauveur, mais ce qu'il y a, c'est que il faut réfléchir avant pour voir à peu près. Dans le casting qui nous est proposé, préjudiciable pour nous, tout simplement. Dans le casting qui nous est proposé, il y a pas beaucoup de sauveurs, hein. Enfin, j'en ai pas trouvé. Non, mais de toute manière, on est les dames dans la farce, Christophe. Oui, que ce soit les uns et les autres, je veux dire, le programme, c'est sur l'immigration, sur le musulman. Vous savez, dernièrement, juste très rapidement, si vous me permettez, ils ont interviewé des soutiens de Le Pen. Eh ben, ils parlent que des musulmans et des arabes. On en a marre, on est chez nous. Il faut que s'en aille. C'est-à-dire, ils s'en foutent des programmes tels que on peut l'imaginer. Je veux dire, un programme économique, etc. Rien. Ils s'en foutent. C'est le musulman et l'arabe et l'immigré, bien sûr, en l'occurrence. Voilà. Merci Ahmed, merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt. 01 40 33 9000. Voilà pour notre ami Ahmed. Allez, on va terminer ce zapping, Youssef, avec un petit tour maintenant de quel extrait. Hop, voilà, il est là. Pour terminer donc ce zapping, il était l'invité de Thierry Ardisson. Le rappeur Passy a eu un vif échange avec un policier à propos des différentes affaires en cours. Écoutez cet échange. J'ai vu une statistique comme quoi, combien de pourcentage de policiers votaient Front National? 30 50, et maintenant 50. 50% quand même. Et alors, ça veut dire quoi, monsieur? Est-ce que ça veut dire que la police nationale est raciste parce qu'elle vote le Front National? Pas. Je m'énerve pas, je vous pose une question. Vous dites les statistiques. Mais vous me laissez finir de parler? Vous faites marcher les chiffres comme si c'était le langage. Mais non, je vais vous écouter, mais arrêtez de nous dire... ma question, j'ai même pas fini de poser ma question, vous êtes arrêtez de nous dire que la police nationale est raciste parce qu'il y a 50% de fonctionnaires de police qui votent Front National. Il y a plein de gens autour de nous, on a tous grandi avec plein d'amis, certains sont engagés dans la police, on a tous besoin de la police, on est dans un état de droit. Vivre dans un état sans flics, c'est pas possible, personne n'en rêve. Mais on est d'accord. Le travail des policiers, on l'a tous applaudi. Quand les policiers font un vrai travail, on est derrière eux. Mais quand il y a bavure, on est dans un état de droit, on a le droit d'échanger des idées, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a quelqu'un qui franchit la ligne, vous nous le faites rappeler tous les jours. Donc quand ça arrive chez vous, à vous de faire du nettoyage. Est-ce que vous m'avez entendu pour ne dire pas qu'on ait ce discours-là à parler? Est-ce que vous m'avez on a besoin de la police, on a besoin d'une vraie police. Je suis d'accord avec vous, mais de nettoyer un petit peu. Pour Adama, pour Théo, pour tous ces cas-là, chaque fois, le message envoyé par rapport à la jeunesse a toujours été un message d'impunité, d'une certaine manière. Mais non, monsieur. D'une certaine manière, je donne mon point de vue. Donc, je critique pas tous les policiers. La police nationale, monsieur, est le corps qui est le plus contrôlé dans ce pays. Le plus contrôlé dans ce pays. La police nationale est le corps le plus contrôlé dans ce pays. C'est ce que dit ce policier qui était en plateau donc avec Passy, le rappeur, qui a essayé de discuter avec lui. Décidément, c'était un peu compliqué. Bah là, il était en train de l'intimider en fait. Ouais. C'était carrément d'intimidation. Alors c'est drôle comment il laisse pas du tout parler, il laisse même pas en placer une, et du coup ça a marché puisque Passy a dû sortir un discours un peu plus édulcoré. Dire que par exemple la police c'est le corps le plus contrôlé, non mais ça me fait vraiment rire. Enfin, c'est une insulte à toutes les victimes. Mais pas les victimes, pas là, tout de suite, pas. Enfin, on connaît les plus emblématiques, les plus médiatiques. Mais ça fait 40 ans, 30 ans qu'il y a des morts. Il y en a un qui me vient à l'esprit, à Montagelé, Youssef Caïf, d'accord, qui a été tué dans sa voiture. Je pense à Marseille, un qui a été tué par un CRS où il a vidé son chargeur de mitrailleur, pas d'une petite arme. C'était carrément une arme de guerre. Donc à un moment donné, c'est une insulte, c'est vraiment un crachat à toutes les victimes de dire que, soi-disant, la police est le corps le plus surveillé, le plus contrôlé. Ouais. Contrôlé, oui. Bon, c'est pareil, de toute façon. Voilà, oui, mais au final, si c'est pour ne jamais être condamné et rester impuni, moi j'aimerais bien être contrôlé de la même façon. Karim est avec nous. Bonsoir, Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à votre zapping et c'est vrai au passage de Passy là chez Ardisson. Ouais.
C'est vrai que bon, les rapports police-jeunes, tout ça, c'est bien qu'il y ait des gens qui, et j'en fais partie, je veux dire, je les soutiens, tous ceux qui à un moment donné tentent à essayer de rapprocher la police des jeunes et de condamner les bavures et de faire en sorte que les policiers soient condamnés, tout ça c'est une bonne chose. Après il avait aussi un discours sur l'Afrique qui était très intéressant en fait face à la CFA, ouais. Voilà, exactement, qui était très très intéressant. Et c'est vrai que le néocolonialisme, on va dire, il continue à travers les entreprises Areva, Elf, tout ça. Et qu'à un moment donné, voilà, il s'est mis à parler du CFA, du franc CFA, c'était très très intéressant en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, tout ça, j'ai l'impression on peut plus nous dissimuler de choses. Alors, bien sûr, il faut démêler le vrai du faux, mais on arrive à se faire une opinion. Mais moi, ce que je constate en fait, c'est l'absence, mais dans le paysage en fait politique, tout comme parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui par intérêt, par opportunisme, tout ça, et qui se mettent à défendre du jour au lendemain les quartiers populaires ou qui se mettent à voter pour la Palestine, pour l'État de Palestine, en tout cas pour la reconnaissance en fin de mandat, tout ça pour avoir les voix des quartiers. Mais c'est vrai que je constate en tout cas en allumant ma télé ou la radio dans les grandes chaînes qu'il y a aucun représentant en fait alors j'aime pas l'appellation, mais des musulmans ou même des quartiers ou même et que en fait là où ils sont hyper actifs c'est sur les réseaux sociaux. Donc faut pas s'étonner qu'à un moment donné, je veux dire, on trouve en fait des gens hyper actifs sur les réseaux sociaux, hyper militants. C'est parce que à un moment donné on a personne pour les représenter à la télé. C'est-à-dire que moi si à un moment donné j'avais des gens qui soient pas obligatoirement, je veux dire, de confession musulmane ou maghrébine, c'est même pas la question. Il y a des gens qui peuvent être juifs, athées, tout ça, et qui peuvent très très bien en fait se saisir de ces questions. Ouais. Mais je constate en tout cas qu'il y a vraiment personne. On a des Zemmour, on a des Barbier, on a des voilà, tous ces gens-là, ces chroniqueurs. Mais pour faire, en tout cas, porter notre voix à nous, il y a personne. Il y a personne et c'est dramatique. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas Karim pour l'avoir dit. C'est une remarque tout à fait justifiée. Alors bien sûr qu'il y a personne dans ce domaine. En tout cas en matière de chroniqueurs. Sachez qu'on a une nouvelle télé depuis ce matin. Mon cher ami Youssef, t'es au courant? Une nouvelle télé? iTélé, c'est fini. Ah oui, c'est News. C'est News, voilà. Bonjour Monsieur Wati. Bonjour Christophe. Comment ça va Monsieur Wati? Bien et vous monsieur? Bon. Et vous savez qui vient faire l'interview politique sur CNews? Non. Jean-Pierre Elkabbach. Eh ben voilà, on reprend toujours les mêmes, on recommence, hein. C'est dans le non, je vais épargner cette petite blague, mais bon, voilà. Allez, dans un instant, la question du jour et les avis tranchés. Mon ami Yasser, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Clientélisme et imposture au pluriel. Oh, ça promet. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est une nouvelle émission qui s'est lancée, des bonnes initiatives, encore une fois, c'est les femmes qui entreprennent, et j'aime beaucoup ça. Ah bah c'est parfait, si t'aimes ça, on aime ça, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Youssef Brakni qui est avec nous et avec Yasser Louati aussi parmi nous. Comment ça va Yasser? Bien? Très bien, et toi Christophe? Impeccable. Alors, par rapport à la question du jour, avant de trouver vos avis tranchés, messieurs, je sens qu'on va se régaler par avance. Beaucoup d'interrogations en Algérie après une tentative d'attentat déjouée hier soir à Constantine, dans l'est du pays. Un policier a repéré un kamikaze et tiré sur la ceinture d'explosifs qu'il portait et qui s'est alors déclenché. Les faits se sont déroulés donc à proximité du commissariat du centre-ville. Plusieurs policiers ont été blessés. Pour ce qui est de la revendication, elle a été donc apportée cet après-midi par Daesh et le parquet a ouvert une enquête, bien sûr, concernant cet attentat qui est survenu donc hier et cette très forte explosion entendue donc dans Constantine hier soir. La question est la suivante: faut-il prendre cette menace terroriste au sérieux, premièrement, ou alors il faut faire confiance aux autorités algériennes et en particulier à l'armée algérienne pour éviter à l'Algérie un bain de sang? Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, par mail lgf@francemaghreb2.fr ou bien par le biais de la page Facebook France Maghreb 2. Je recueillerai vos avis dans quelques instants, messieurs, si vous le permettez. Mais juste avant cela, je vous propose quand même d'écouter Faisal Metaoui,
qui est journaliste et éditorialiste au quotidien Al-Watan. Il nous donne plus de précisions sur ce qui s'est passé à Constantine. Vers 20h30, la ville de Constantine a été secouée par une explosion très forte selon les habitants. Un kamikaze a voulu pénétrer dans ce commissariat qui est situé dans un bâtiment où il y a des familles qui habitent. Le policier qui était de permanence a ouvert le feu après des sommations. La Direction générale de la Sûreté nationale a publié tout à l'heure un communiqué assez court, mais qui précise que le policier a fait des sommations et a tiré vers le kamikaze qui portait une ceinture explosive. N'ayant pas pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment, le kamikaze a fait exploser la ceinture et donc cela a provoqué des blessures à plusieurs policiers. On parle de 3 à 4 policiers. Le bilan n'est pas définitif. L'identité du kamikaze n'est pas précisée. Le quartier a été complètement quadrillé pour essayer pour la police d'enquêter pour savoir si éventuellement il y a d'autres attaques. Voilà, donc c'était Faisal Metaoui, journaliste au quotidien Al-Watan, sur ce qui s'est passé. Avant qu'on en reparle avec les auditeurs tout à l'heure, d'abord votre avis, Youssef par exemple. Cette question, ce qui est nouveau là, pas si nouveau que ça, parce que comme je l'avais dit, il y avait déjà eu l'attentat qui a été fait contre le Français en Kabylie, contre Hervé Gourdel, un groupe affilié à Al-Qaïda, les soldats du califat, il s'appelait, il me semble. Et en réalité, cette question, on peut pas poser cette question sans poser la question des interventions étrangères, parce que partout où il y a eu intervention étrangère, il y a Daesh. Or, l'aventure libyenne franco-anglaise a été une catastrophe à ce niveau-là. L'intervention française au Mali aussi. Et la déstabilisation de tout ce qu'on appelle la bande sahélienne profite en réalité à ces intrusions, à cette déstabilisation. Et de nombreux observateurs, de nombreux géopolitologues ont bien démontré que toutes ces interventions servaient en partie aussi à déstabiliser l'État algérien. Qui est resté le seul stable jusque-là. Qui est resté formidablement stable, étonnamment stable. Et il faut ne pas oublier qu'il y a déjà eu des tentatives, notamment une spectaculaire, c'était la prise d'otages dans un site gazier. Où l'armée algérienne est intervenue, on l'a vu avec hélicoptère, commando, ils n'ont pas été de main morte, ils ont tous liquidés. Et donc en fait ça fait un moment déjà que ça traîne cette histoire. Depuis qu'il y a eu la théorie du nouveau Moyen-Orient, du grand Moyen-Orient, théorisée par les conservateurs américains de Bush, repris ensuite par Obama avec ce que ça a pu être un peu les révolutions arabes. Et donc en fait depuis ce moment-là, on a toujours eu des petits attentats par-ci par-là. Parce qu'en fait depuis que Bouteflika a fait la concorde civile, alors qu'on peut critiquer ou pas, ça c'est un autre débat. Il se trouve que quand même malgré tout les attentats ont largement diminué, la moitié des maquisards sont descendus, ont réintégré la vie civile, etc. Et depuis il y a eu juste ces attentats spectaculaires qui ont été perpétrés et il y a toujours eu une menace, comme disent les autorités algériennes, résiduelle du terrorisme en Algérie. Mais alors, faut-il prendre cette menace au sérieux, visiblement? Ah oui, clairement. Moi, je pense qu'il faut vraiment la prendre très au sérieux. Faut-il faire confiance aux autorités, en particulier à l'armée, qui est une armée professionnelle, rappelons-le, en Algérie, pour éviter à l'Algérie, justement, alors que ce soit par une ingérence étrangère, que ce soit par différentes possibilités, éviter un bain de sang à l'Algérie? Est-ce qu'on peut lui faire confiance aujourd'hui? Est-ce qu'elle maîtrise la situation? Je pense que oui, elle maîtrise largement la situation. On l'a vu par rapport à il y a eu une nouvelle division qui a été créée dans le sud, parce que ça vient essentiellement du sud, du Sahara, pour surveiller la frontière avec la Libye et le Mali. La frontière a été fermée, parce qu'avant elle était ouverte entre la Libye et l'Algérie. Renforcement aussi du contrôle avec la Tunisie, où beaucoup de djihadistes s'infiltrent, qui profitent de l'état instable, de l'état faible. Ils veulent faire des tranchées, je crois, à la frontière. Ils veulent faire des tranchées, algéro-tunisienne. Un mur aussi, pas forcément en bloc, mais un mur de sable. Donc voilà, ils tentent de se retrancher, mais bon, moi je sais pas, moi d'un point de vue purement militaire, évidemment que l'armée algérienne c'est une armée puissante, c'est une des premières d'Afrique, même plus arabe, mais quand toutes les puissances impérialistes veulent déstabiliser un pays, en général ils y arrivent quand même. Et ils y arrivent notamment en s'appuyant sur des dissensions internes. Et en ça, c'est pas l'armée du coup, mais c'est l'État algérien, les politiques algériens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour réduire les inégalités sociales, etc., qui peuvent servir de prétexte en réalité à des recrutements. Comme le sud tunisien. Avec la cherté des produits qui ont fortement augmenté d'ailleurs. Le prix du pétrole qui a baissé. Le prix du pétrole qui a baissé. Ceci n'arrange pas les affaires. L'Algérie qui avait une large avance, n'avait pas de dette finalement. Et puis finalement aujourd'hui se retrouve dans des situations très compliquées, très difficiles.
Ça paraît quand même assez difficile à comprendre. Yasser, en un mot, est-ce que pour toi aussi tu partages l'avis de Youssef là-dessus ou? Avec une certaine réserve, je veux dire, pour commencer, la menace terroriste, elle est permanente, elle n'est pas résiduelle, elle est permanente. Vous savez très bien, voilà, les interventions françaises, ou plutôt occidentales, aussi bien en Libye qu'au Mali, n'ont rien fait pour arranger, qu'en plus l'Algérie se trouve justement encerclée par ses frontières sur le Sahel avec différents groupes ou bien des puissances qui sont déjà stationnées, qu'en plus il y a des régimes qui sont très complaisants vis-à-vis de la France et de la Grande-Bretagne, ce qui n'exclut pas l'ouverture de bases permanentes pour justement maintenir sous contrôle la région. Mais maintenant, c'est aussi à l'État algérien, lui aussi, de faire en sorte que les dissensions internes s'amenuisent. Or, on peut pas avoir un État fortement clientéliste et même qui alimente les inégalités sociales, qui exacerbe les tensions entre les différentes composantes et en même temps qui s'attend à ce qu'il y ait une certaine, on va dire, cohésion nationale vis-à-vis d'une menace externe. Quant à la confiance vis-à-vis de l'armée, absolument pas. On ne peut jamais faire confiance à l'État ni à l'armée. C'est aussi bien d'avoir une vigilance permanente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour ne pas justement ouvrir la porte à certaines ambitions. C'est très bien que BHL, par exemple, a ciblé l'Algérie directement ou indirectement en disant que ça devrait être le théâtre d'un nouveau renouvellement. Enfin, il avait employé un terme similaire. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Algérie a des frontières avec tous les pays du Maghreb quasiment par six frontières. Donc en plus il y a la région du Sahel qui n'est pas sous contrôle. Je veux dire, je sais pas qui prétend avoir le contrôle de la région du Sahel. Elle est absolument pas. C'est qu'on a des incursions ici et là, on a des contre-incursions de l'autre côté. Mais bon, le fait que maintenant l'armée dit avoir déjoué un attentat terroriste sur son territoire, veut dire, si c'est vrai, c'est quand même assez alarmant. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont en cours de préparation. Combien sont dans les pipelines? Deuxièmement, si jamais ça devait arriver, quelles en seront les conséquences? Ouais. Eh bien, vous pouvez nous donner votre avis dans un instant au 01 40 33 9000, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr ou sur la page Facebook aussi. N'hésitez pas à réagir et à répondre donc à la question du jour via la page Facebook France Maghreb 2. Mais pour l'heure, messieurs, on va passer donc aux avis tranchés. Qui commence? Je vais commencer. Tu vas commencer, Youssef? Ok, allez, c'est parti. Donc jingle pour l'avis tranché. C'est parti. Youssef Brakni pour son avis tranché en ce lundi 27 février. Alors, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et la machine socialiste va se mettre de nouveau en place. Il faut reconnaître une qualité au PS, c'est sa capacité à toujours réussir à survivre grâce au vote des quartiers populaires, notamment grâce à l'argument du moindre mal. Cette théorie est une supercherie politique. Car en fin de compte, malgré l'intense propagande médiatique, nous savons que voter pour le moindre mal revient à voter au final pour le mal. Pour les descendants d'immigrés qui ont souvent voté dans l'histoire en pensant voter pour le moins pire, il était question d'empêcher de mettre au pouvoir des candidats aux idées ouvertement racistes. Mais regardons de plus près l'histoire du PS vis-à-vis de l'immigration. Elle n'est faite que d'humiliation, de guerre et de récupération politique contre notre autonomie. Depuis Guy Mollet en 1956, qui a envoyé toutes les forces armées françaises commettre massacre sur massacre en Algérie, en passant par Mitterrand qui a créé SOS Racisme pour empêcher tout mouvement politique autonome des quartiers populaires, le PS n'a eu de cesse de mener une politique hostile envers les descendants de l'immigration postcoloniale. Mais il faut reconnaître que la palme revient à François Hollande, présenté comme le moindre mal face à Sarkozy, élu par plus de 80% des voix des quartiers populaires. Il aura mené durant son mandat, avec l'aide de son lieutenant Valls, une bataille acharnée contre les quartiers populaires en guise de remerciement. On a eu le droit à l'état d'urgence qui a permis d'envoyer les forces de police en armes de guerre dans plus de 4000 foyers musulmans. Des milliers de familles injustement bafouées dans leur dignité. On a eu le droit aussi à la déchéance de la nationalité, qui ne concernait que les descendants de l'immigration africaine. On a aussi eu le droit au soutien indéfectible à Israël, notamment par l'interdiction de manifester contre les massacres commis par les sionistes à Gaza en 2014. Faut rappeler que la France était la seule démocratie du monde occidental à avoir interdit une manifestation de soutien à la résistance palestinienne. On pourrait en citer bien d'autres, notamment sur le volet social, avec notamment la loi travail. Comment peut-on sérieusement parler de moindre mal quand on fait le bilan du point de vue des quartiers populaires? Il est temps
que le PS prenne une leçon politique et 2017 est une occasion en or de le faire. Cessons d'être passifs politiquement, de nous réveiller seulement tous les 5 ans. Comme quelqu'un le disait sur Twitter, très justement, nous ne sommes pas des castors pour construire des barrages. Il faut s'inscrire dans une lutte politique quotidienne, dans nos quartiers populaires. Cessons de voir le vote comme une fin en soi. Pour ma part, le vote est une arme qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Je terminerai encore une fois par une citation de Malcolm X. La semaine dernière, je lui rendais hommage, et comme je le disais, il est une ressource pour nos luttes dans nos quartiers. Malcolm X disait « Un bulletin de vote est une balle. On ne vote pas tant qu'on ne voit pas la cible. Et si la cible est hors d'atteinte, on garde le bulletin dans la poche. » Merci Youssef pour ton avis, en tout cas, avis tranché pour le coup, hein, très tranché même. Alors Yasser, est-ce que t'es prêt? Pour ton avis tranché maintenant. Jingle. Ah bah attends, oui, pas de problème, hein, bien sûr. Alors, c'est parti pour l'avis tranché de Monsieur Yasser Louati. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché en ce 27 février de Yasser Louati. Cher Christophe, on a tous eu affaire à ces maires qui achètent la paix sociale grâce à des associations, des militants, des responsables religieux, associatifs ou communautaires autoproclamés, voire même des petits caïds à la petite semaine qui veillent à ce que les votes aillent dans la bonne direction. Vous l'aurez deviné, je parle de clientélisme et on aurait tort de croire que cette pratique est réservée aux quartiers populaires. Commençons d'abord par la définition. J'en ai choisi une qui fait à peu près consensus. C'est l'échange personnalisé d'argent, de faveurs, de biens ou de services contre un appui politique. Fin de définition. Et dans le cas que je vais citer, cet appui politique veut dire le vote. En d'autres termes, on a d'un côté un ou une élue ou candidat, de l'autre un acteur ou une actrice qui fera le lien avec les administrés d'un groupe spécifique. Tout le monde devine la suite. Un apport de voix, une aide militante ou la garantie de la paix sociale. De l'autre, des subventions, un emploi, un logement, un service personnalisé, une place en crèche, des locaux ou encore une place dans l'équipe municipale. C'est pas l'exemple qui manque. C'est pas les exemples qui manquent. Je sais que bien des militants sont en train de sourire parce que nous avons tous été approchés par des élus ou des candidats pour appeler à voter en leur faveur. Et cette pratique concerne absolument tous les partis à cause du mode de fonctionnement de notre système politique. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a 3 semaines, le mensuel Foreign Policy a tiré à boulet rouge sur la France à cause de son niveau élevé de corruption. Dans le billet de Robert Zaretsky, voilà ce qu'on y lit. Ouvrez les guillemets. Ce qui peut aggraver les choses, c'est que la corruption française est particulièrement importante à haut niveau. Elle n'est pas le fait de policiers ou de douaniers demandant des pots de vin ou d'entreprises achetant des fonctionnaires, mais grâce au fait que le régime français de la Ve République s'apparente plus à une monarchie républicaine qu'à une république, et le président a un monarque républicain. La corruption française se déroule et implique de vastes sommes au plus haut niveau du gouvernement. Fin de citation. Autant vous dire que les affaires Fillon, Sarkozy, Copé, Le Pen, Cahuzac, Bettencourt et consorts ne reflètent que la partie visible de l'iceberg. À l'échelle locale, le clientélisme tel qu'il est pratiqué par certains élus locaux continue d'alimenter les ambitions personnelles au détriment de l'intérêt collectif. Si le clientélisme, qui n'est rien d'autre que de la corruption, continue de profiter à une poignée de personnes, c'est parce qu'il est politiquement rentable, car il empêche l'émancipation des quartiers populaires à cause justement de la mise sous tutelle de la sphère associative, qu'elle soit citoyenne, sportive ou religieuse, pour ainsi la dépolitiser et la vider de toute revendication un peu trop ambitieuse. C'est le clientélisme qui fait que le maire n'a parfois plus besoin de s'en prendre directement à ses opposants au sein d'une certaine population. T'inquiète pas, je vais appeler un tel, il va s'en occuper. C'est le clientélisme qui encourage certains groupes de pression idéologiques ou communautaristes, et quand je dis communautaristes, je parle pas des musulmans, qui vont contacter l'équipe municipale et lui exiger d'inclure un des leurs en échange de leur vote. C'est le clientélisme qui a torpillé et continue de torpiller bien des initiatives en sous-traitant les intimidations à des acteurs locaux qui feront le sale boulot. Inutile bien sûr de mentionner le clientélisme type République bananière à la Serge Dassault qui distribue les enveloppes de cash en échange de voix.
Dans quelques mois auront lieu les présidentielles puis les législatives. Et ces élections vont révéler bien des ambitions politiques chez des personnes qui prônaient ici et là la réforme de notre système politique, l'autonomie et l'émancipation des classes populaires, la défense des populations racisées et, bien entendu, la lutte contre le racisme d'État. Mais comment peut-on parler d'autonomie, d'auto-organisation et d'émancipation en entrant dans le jeu de la politique politicienne? Quel escroc peut encore espérer vendre l'idée qu'on peut changer le système de l'intérieur? Combien se sont compromis ou fourvoyés en y mettant les pieds? Dans ce système politique, les seuls qui peuvent évoluer sont les menteurs et des personnes prêtes à se corrompre, justement à cause du clientélisme systémique. Bien sûr, certains vont monnayer leur entrée en politique en faisant croire qu'ils représentent les musulmans, les habitants des quartiers populaires, le vote féminin avec cette bonne vieille rengaine. Donnez-moi une place à la gamelle du système et je ferai en sorte qu'ils votent pour vous. Cette imposture abjecte nous coûtera très cher alors que nous payons encore les trahisons des années 80 et 90. Maintenant, je me tourne vers les citoyens que nous sommes. Pourquoi est-ce que la corruption d'hommes ou de femmes politiques au niveau national nous choque, mais pas la corruption au niveau local? Qu'est-ce qui différencie un ancien président corrompu d'un maire en exercice qui distribue les cadeaux à ceux qui lui font allégeance? Ne soyons pas naïfs, il y aura toujours des petits ambitieux qui voudront faire carrière et surferont sur leur malheur. Mais sans mettre en place absolument tous les moyens nécessaires pour l'émancipation des populations dominées, notre démission continuera d'alimenter les ambitions personnelles des uns et des autres et nous continuerons à payer une facture collective pour des carrières individuelles et pour le maintien du système de domination qui profite aux élites. Merci Yasser pour ton avis tranché, bien sûr. Alors peut-être que Youssef a une petite réaction sur ce qu'il vient d'entendre. Ah non, là je suis d'accord à 100% sur toute la ligne. Ah bon. Et le clientélisme fait beaucoup de ravages dans les quartiers populaires. Ouais. Bon, très bien. T'as pas un petit bémol, non, rien, même non. pas. Bon, Bon, sur cela, non. C'est parfait. Bah, c'est parfait quand tout le monde est d'accord, c'est bien aussi. 10 sur 10. Très bien. Notre ami Yasser, bien sûr que je vous invite à retrouver les avis tranchés sur sa page YouTube. Et puis on vous les met, vous inquiétez pas, sur Twitter. Donc voilà, avis tranchés, filmés, tout ça, tout est beau. Exactement. En présence de Christophe, maître de cérémonie. Ouais. Et puis de Youssef, donc aussi que vous retrouvez aussi les avis tranchés filmés de notre ami Youssef, bien sûr. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, quelques infos en bref avant de parler de l'Algérie et avec les auditeurs, bien sûr. Justement, l'Algérie, on en parlait tout à l'heure avec toi, Youssef. Oui. L'Algérie où le président Bouteflika va bien, en dépit des ennuis de santé qui ont entraîné la semaine dernière le report d'une visite de la chancelière Angela Merkel. C'est ce qu'affirme en tout cas le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbès, qui était interrogé hier par l'agence de presse algérienne APS. Abdelaziz Bouteflika aura 80 ans ce jeudi, donc ces problèmes de santé qui sont quand même assez récurrents. Bon, c'est quand même. Est-ce que les ennuis de santé de Bouteflika, est-ce que le fait de voir un président qui est quand même très affaibli peut être aussi un handicap pour l'Algérie, Youssef? Ça c'est évident. Moi je pense que c'est un des principaux handicaps. Bah après Bouteflika quand même c'est quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer. Et puis malgré tout, je sais pas si vous le savez, mais il apparaît encore publiquement. La dernière fois il est apparu pour inaugurer une nouvelle ligne de train. Dans la banlieue de Alger en chaise roulante. Oui, mais dans quel état c'est le problème? Non, ça certes qu'il aurait dû se retirer, y a pas de problème, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça ça nuit à l'image, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le sous-estimer. Pas du tout. Lui et son cercle, en réalité, tiennent toujours le pays d'une poigne de fer. Et notamment, il s'est illustré en réussissant, moi j'ai eu du mal à le croire, en réussissant à mettre de côté le puissant chef des services secrets algériens, Toufik Medienne. Ouais. Pendant des années, quand je lisais, quand je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Algérie, je me suis dit, on se débarrassera jamais de Toufik Medienne. C'est quand même l'homme le plus puissant de l'Algérie. Il a réussi à l'écarter quand même par une habile manœuvre politique, en petit à petit, en grignotant autour de lui. D'accord, en mettant de côté à chaque fois ces hommes proches du cercle du DRS, et il a détruit le DRS, il a créé complètement autre chose, etc. Et ça, franchement, j'avoue que ça m'avait épaté à l'époque. Mais est-ce que c'est lui ou son cercle? T'as dit un mot important, c'est le cercle. Enfin, il y a un moment, il faut pas non plus cacher le soleil avec le tamis. On va dire, est-ce que Bouteflika décide toujours? Ça me rappelle le roi Fahad qui ne décidait plus pendant des années, donc c'était son proche cercle. Puis ensuite, c'était le roi saoudien, son successeur, le roi Abdallah, pareil. Donc en plus, moi j'étais là-bas pendant la fin du règne du roi Abdallah. On savait pertinemment que le roi ne gouvernait plus, c'était fini. Il veut dire que c'était son premier secrétaire qui dirigeait. Maintenant, dire qui gouverne l'Algérie. Non, c'est clair. Non,
j'ai bien dit son cercle, mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, j'ai lu plusieurs articles de connaisseurs du pouvoir, etc. Notamment un super site que je recommande à nos éditeurs, hein, Algeria Watch. Ouais. Qui est vraiment super, qui est très critique vis-à-vis du pouvoir, et qui fait un bon travail d'information et qui expliquait bien que non, en fait, non, Bouteflika continue encore à gérer. C'est-à-dire que certes, il est en chaise roulante. Il a toutes ses facultés. Il a toutes ses facultés. Ouais. Et que de toute façon, ça se voit que les coups qu'il y a eu là, c'est pas Saïd Bouteflika. c'est pas possible. Là, c'est un haut niveau quand même. Et ça peut être que quelqu'un qui connaît bien tous les cercles de pouvoir et qui sait composer surtout avec tous les différents clans en Algérie qui sont au pouvoir, parce que c'est bien différents clans en réalité qui gouvernent l'Algérie. En tout cas, la question elle est posée aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces terroristes suite à ce qui s'est passé hier à Constantine au sérieux, ou alors faut-il faire confiance donc à l'armée, mais en particulier à l'Algérie, pour éviter à l'Algérie un bain de sang. Pour Youssef, oui, il faut faire confiance à l'armée, hein, si j'ai bien compris ton propos. Non, d'un point de vue purement militaire, oui. Elle est compétente. Pour Yasser, il est un peu plus mesuré. Voilà. Après, ça se réglera pas d'un point de vue militaire. Hein. Ça se règle jamais d'un point de vue militaire. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à tes invités, c'est Ali. Bonsoir Ali. Voilà, je voulais intervenir sur l'Algérie puis un petit point sur Israël. Rapidement. Oui, c'est un peu lié de temps en temps, oui. Ouais. Donc sur l'Algérie, j'ai aucune crainte au sujet de l'Algérie qu'elle soit déstabilisée ou quoi que ce soit. Le peuple a été vacciné pendant 10 ans sur le terrorisme. On n'en veut pas du terrorisme en Algérie, ni du wahhabisme, ni tout ce qui est proche du terrorisme. Aussi, j'ai entendu que c'est l'opinion de ton invité, le DRS a été démantelé, etc. Ce qui est faux, complètement faux, il n'a jamais été démantelé. C'est simplement une restructuration tout à fait normale qui s'est effectuée et des jeunes qui sont arrivés, qui sont montés. Alors attends, juste oui 2 secondes là-dessus. Youssef, qu'est-ce que tu souhaites répondre à Ali? Non mais évidemment qu'il a été complètement démantelé. Tous les hommes qui le composaient ont été mis à la retraite. Ça s'appelle un démantèlement. Effectivement, j'ai pas dit qu'il n'y a plus rien maintenant. Oui, Bouteflika a créé un nouveau service. A créé un nouveau service de sécurité. Évidemment, un pays ne marche pas sans service secret. Et il a mis effectivement de nouvelles têtes. Il a mis des gens beaucoup plus proches de lui. Il faut savoir que toutes les enquêtes pour corruption qui ont été lancées, les grands scandales, notamment contre un très proche de Bouteflika, Chakib Khelil, qui était ministre du pétrole, ont été lancés à l'époque par Medienne et compagnie pour embêter justement le cercle de Boutef. Bon, il semblerait que Bouteflika ait gagné. Voilà, ça fait 1-0 pour lui. Mais si le DRS a bien été démantelé et remplacé par autre chose. Si je peux intervenir, je sais pas si tu connais le général Tartag. Tartag, oui, très bien, oui. Oui, alors le général Tartag qui était le bras droit, de Medienne, le général Medienne qui était le patron du DRS. Une fois que le patron du DRS est parti, c'était Tartag qui a pris les rênes. Oui, par intérim. Oui, et maintenant Tartag, qui était le chef du TRS, il est le conseiller personnel du président Bouteflika, c'est-à-dire rien n'a changé, c'est la preuve. Rien n'a changé. J'ai toujours le DRS, mais avec une restructuration nouvelle. Non, en fait, Tartag, il l'a mis par intérim pour maintenir une certaine continuité par rapport à ça. Mais en fait, le DRS a été dépouillé de ses pouvoirs. Par exemple, il faut savoir que la presse était contrôlée par le DRS. Les enquêtes pour corruption étaient contrôlées par le DRS. Or, aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Non, plus du tout. Tout ça a été ramené à la présidence, sous le pouvoir du président Bouteflika. Et donc en fait, un nouveau service dépouillé de ses pouvoirs, oui, d'accord, oui, il y a autre chose, mais il a été dépouillé de ses pouvoirs. Et pour ce qui est de Tartag, ça a été une concession quand même, un équilibre qui a été donné par Bouteflika. Parce que c'est pour ça que je dis que vraiment, il est très intelligent. Il sait manœuvrer intelligemment. Après, je dis pas que ça ne marche pas, je dis pas que l'Algérie va aller mal après ça. Faut pas s'inquiéter. Enfin, je pense que voilà, si c'est ça ton inquiétude. L'Algérie, pour moi, elle est vraiment bien quadrillée par la sécurité. Ah, ça c'est clair. Question terroriste, question déstabilisation, il n'y a rien à craindre de ce côté. Alors c'est quoi le rapport avec Israël? Le rapport avec Israël, Ali? Oui, alors avec Israël, c'est très très important, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est qu'Israël est toujours une colonie. Je suis vraiment sûr de ce que je dis, vous pouvez vérifier. C'est toujours une colonie depuis 1948. C'est Ben Gourion, c'est-à-dire l'Angleterre et la Palestine était sous mandat. Et l'Angleterre, le mois de mai 1948, c'est-à-dire le 15 mai, normalement la fin de mandat de l'Angleterre se terminait sur la Palestine. Le 14 mai, Ben Gourion, alors que la Palestine est sous occupation anglaise, Ben Gourion autoproclame l'indépendance. Il a autoproclamé. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas qui que ce soit, c'est une autoproclamation de l'État d'Israël. Et peu de temps après, quelques temps après, il était reconnu par-ci, par-là.
mais c'est toujours une colonie judiciaire, légalement. Légalement, c'est toujours une colonie. Et au niveau du droit international, c'est toujours une colonie. Elle a été autoproclamée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci Ali. Ouais, merci. Alors peut-être un petit éclairage là-dessus. Ouais, en fait, oui, en fait, c'est pas faux ce qu'il dit. Effectivement, c'est Ben Gurion qui l'a autoproclamé. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, maintenant, c'est reconnu Israël comme un État. En fait, en échange, en 67, en fait, ils devaient, en échange de rendre les territoires qu'ils avaient conquis, et ils ont eu un droit de siéger à l'ONU, en fait. Et donc, ils ont été reconnus. Mais de fait, après, c'est clair que après, c'est politique. Mais à la base, Ali, quand il dit, c'est une colonie, mais évidemment, Israël, c'est une colonie de peuplement, comme a pu être l'Algérie française. Allez, dans un instant, on continue avec cette question, donc par rapport à ce qui s'est passé hier à Constantine. 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Je vais vous parler un peu des agressions, et il y en a eu un certain nombre contre les migrants en Allemagne. Dans un instant, on y revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum 01 40 33 9000 avec Yasser Louati et avec Youssef Brakni qui sont avec nous, et cette question du jour aujourd'hui en guise de fil rouge en fait par rapport à ce qui s'est passé à Constantine hier, cet attentat avorté. Alors au-delà de la question que l'on vous pose, à savoir est-ce qu'il faut prendre cette menace terroriste au sérieux, et est-ce qu'au contraire il faut faire confiance tout simplement aux autorités algériennes pour assurer pour éviter en tout cas l'Algérie un bain de sang. Alors il y a deux choses aussi importantes à signaler, c'est que messieurs, moi j'ai été absolument choqué qu'il y ait aucun mot, mais alors j'ai bien dit aucun, dans la presse française sur ce qui s'est passé à Constantine. Quand même, c'est important. Si je tiens juste à faire à titre de comparaison, si c'était la même chose, je sais pas, en Tunisie, au Maroc, on en aurait parlé. L'Algérie, on l'ignore. Oui. C'est limite, les gens étaient tristes que ça n'a pas marché. Ouais. Ça se posait la question. Mais, vraiment pour le coup, oui. Ouais, ça se demandait si on voulait pas que ça marche. Ouais. Il y a vraiment un attentat sanglant pour qu'on puisse en parler, quoi. Par contre, s'il y avait eu le même attentat, mais je sais pas, il aurait fait 30, 40 morts, malheureusement, là, on aurait peut-être parlé. Mais voilà. Moi, c'est absolument dramatique, là. Cette presse française commence, moi, à me désespérer. Franchement. Ouais, surtout sur l'Algérie. Hein. Et juste pour, je sais que ça n'a rien à voir. On parlait évidemment de l'affaire Théo. Vous avez vu ce qu'ils ont sorti sur la famille Théo, qui aurait détourné de l'argent. 600 000 euros. 600 000 euros. Alors c'est gentil de nous sortir ça en pleine présidentielle, où l'on voit à longueur de journée des candidats qui ont détourné des milliers d'euros sans que ça embête personne, et sans que ces gens-là puissent de pouvoir se présenter à la présidentielle. Faut arrêter, quoi. Ça suffit de prendre les gens pour des cons. Ça va. Non, mais c'est carrément de l'intimidation. Hein. Et en plus, c'est l'intimidation de sortir cette affaire à ce moment précis, qu'on apporte des preuves ou qu'on se taise, quoi, au bout d'un moment. C'est clair. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdel. Bonsoir. Oui, c'est Abdel 92. Alors moi, pour l'Algérie, je vais vous dire une chose. Même tu mets un épouvantail, pour moi, l'important, c'est que la stabilité de l'Algérie perdure. Et je voudrais bien savoir, moi, Bouteflika, avec le système qu'il a mis, et la machine qu'il a mis est tellement efficace qu'aujourd'hui les gens ont un tel respect pour lui que je pense qu'il y a la stabilité. Et cet homme sur son fauteuil roulant a été 1000 fois plus efficace que ses prédécesseurs. Et je voudrais bien voir après ce qui va se passer, l'homme qui va être sur ses deux jambes, est-ce qu'il va être aussi efficace que lui. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi la France ne parle pas de ce qui se passe en Algérie? Parce que moi, quand j'entends un homme politique parler de l'Algérie, soit ils font un bras d'honneur aux anciens combattants d'Algérie, comme on l'a vu, soit on entend comme Aliou-Marie, le mari de Marine Le Pen, et il n'y a pas que lui, qui dit « Oh, mais l'Algérie, ils ont intérêt de construire. » Ils sont complètement déconnectés, ils disent construire parce qu'ils n'ont jamais été là, ils vont pas là-bas, ils regardent pas. Et en plus, la France, elle s'occupe plus de signer des contrats en Algérie, elle a plus de contrats, c'est les Chinois. La France, elle s'occupe du voile. Elle s'occupe plus de construire des contrats dans les pays arabes. La seule chose qui s'occupe la France, c'est le voile. Quand vous posez la question à un homme politique pour parler des pays arabes, ils vont vous parler du voile, des musulmans. Ils vont pas vous parler de comme Marine Le Pen au Liban. Elle aurait dû se taire et dire, monsieur, je vais mettre le voile, mais moi je veux signer des contrats parce que chez moi il y a 12 millions de chômeurs. Je mets votre voile. Merci. Mais je veux signer des contrats chez vous. Merci Abdel. C'est ça la politique française, en fait, j'en termine. La politique française aujourd'hui, elle en est là. Ils se préoccupent du voile, mais ils veulent pas signer de contrat chez les pays arabes. Et attends, encore une fois, Christophe. Oui. La police algérienne, tu sais pourquoi en France ils veulent pas parler de l'efficacité de la police algérienne? Parce que la police algérienne aujourd'hui, elle est 4 fois plus équipée que la police française aujourd'hui. Les policiers français,
ils manifestent pour avoir des voitures qui ressemblent à des voitures de Darty. Ils sont 4 dedans, ils étouffent. Et en Algérie, ils manifestent pas pour avoir des gilets pare-balles en Algérie. Hein. C'est en France. Donc, on n'a pas intérêt de parler de l'efficacité de la police algérienne parce que ça, c'est une honte. C'est une honte pour la France. Alors je mettrais juste un petit bémol sur ton propos par rapport à Bouteflika. Je pense que quand même Zeroual a été quand même a quand même commencé à ce qu'on appelle la concorde civile, la réconciliation. Il a commencé quand même. Voleur, Bouteflika il a pas volé peut-être. Non, excuse-moi, mais bon, si tu vas sur ce terrain-là. Beaucoup plus quand même. Ouais, non mais d'accord, tu me parles d'un voleur, moi je te réponds. Zeroual a été. Tu peux voler et rien faire, mais voler et faire c'est autre chose. Mais voler et rien faire c'est une autre chose. Ah d'accord. Bon bah écoute, chacun se justifie à sa manière. Quoi qu'il en soit, quand même, il faut pas oublier que Zeroual a commencé en ce qui s'appelle la réconciliation. On a tendance un peu à l'oublier, mais bon. Bah après, faut regarder un petit peu les faits. Petit bonhomme là qui est sur son fauteuil roulant, regarde ce qu'il a fait de l'Algérie. Il faut dire ce qu'il est. Mais moi, je sais pas si on a la même chaîne de télé. Je sais pas si je regarde, c'est de la propagande. Mais je peux te dire que ça va à coût de 15 milliards, 20 milliards de construction, des routes qui vont traverser. Mais ils construisent à tout va. Il y a qu'en France qui sont déconnectés de ce côté-là. Ils le savent pas que ça construit à tout va. Mais avec les Chinois, c'est tout. Merci Abdel. Youssef, trop de choses à dire. Non, malheureusement, les milliards détournés, justement, on en parlait tout à l'heure, mais le DRS pour embêter Bouteflika a bien montré tous les scandales de corruption, de pots de vin surtout. Avec des entreprises italiennes, chinoises, etc. Donc non, ça sur ça, malheureusement, Boutef a continué a été dans la continuité. Et évidemment que non, il n'y a pas eu, comme tu le disais très justement, Lamine Zeroual en fait en réalité a commencé. Et d'ailleurs, il s'est retiré du pouvoir tout seul. Hein. Ouais. C'est lui qui est parti. Hein. Et il a commencé cette démarche de faire descendre les maquisards en leur proposant une amnistie. Et d'ailleurs, c'est ça qui a mis fin à la guerre civile. Hein. Faut le savoir que, comme je disais tout à l'heure, ça se gagne pas militairement. Ça ne se gagne pas militairement. La guerre, ce qu'on appelle entre guillemets la guerre contre le terrorisme, en tout cas surtout dans nos pays, elle ne se gagnera jamais d'un point de vue militaire. C'est social. Il y a qu'à regarder les milliers de Tunisiens du sud tunisien. La plupart viennent du sud de la Tunisie. Mais quel est l'état du sud de la Tunisie? Le chômage qui règne, la pauvreté. C'est normal qu'après on se retrouve avec des milliers de personnes qui partent combattre pour trouver une meilleure vie, pour envoyer de l'argent à leur famille, etc. Et ça se gagnera pour moi dans le volet social et dans l'accès démocratique. Yasser, peut-être un mot à rajouter, non? Ils sont entre algériens, ils gèrent très bien. Non mais surtout moi je tiens à rappeler une chose, c'est que attention, c'est vrai que je parlais de l'armée, je voulais mettre un bémol sur l'armée, j'en profite là, c'est que effectivement l'armée aussi elle a eu un rôle plus qu'ambigu quand même dans la guerre civile. Hein. Bien sûr. Et elle a été accusée parfois d'avoir fait aussi des massacres, notamment les villages. Faut pas atténuer, non. Notamment les villages. Non, parce que je mets un bémol parce que c'est important d'où je parle. Tu vois, quand je parle en France, je fais toujours attention parce qu'on veut la faire tomber, donc j'essaie d'être équilibré. Ouais, d'accord. Et voilà, donc voilà, c'est sûr. Mais en interne, c'est clair qu'en Algérie, pour moi, l'armée algérienne, elle a joué un très grand rôle et notamment, elle a joué un rôle éminemment important dans le déclenchement de la guerre civile puisque c'est elle qui a interrompu un processus démocratique électoral en 1992 avec la victoire du fils aux élections législatives. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'un des grands de l'histoire algérienne, Hosni Ait Ahmed, a quand même dit à l'époque, il était candidat en 92, et il voulait pas qu'il y ait d'arrêt du processus électoral. Or, c'était pas un islamiste, c'était le chef du FFS, un socialiste. Monji, bonsoir. Avant de j'aime ou j'aime pas. Bonsoir, Monji. Bonsoir Christophe, bonsoir Youssef, bonsoir Yasser. C'est la Dream Team, Christophe, franchement, lundi, c'est la Dream Team quand même. J'ai pas compris, t'as dit quoi, Monji? Que des amis, c'est pas grave. Monji? Ouais, c'est la famille, Monji. Ah, ok. T'as dit quoi, Monji? Sur la Dream Team, j'ai pas compris. Pardon? T'as dit quoi, là, pour commencer sur la Dream Team? T'as la Dream Team, avec Youssef et... Ah, ok, d'accord. Donc, tu vas pas te faire que des amis, mais t'as l'habitude, Monji, de pas te faire des amis. C'est pas grave, c'est pas le but d'ailleurs. Si on veut avancer, il faut faire un bon constat. Alors concernant, je rejoins Youssef parce qu'il a dit que le DRS a été démonté, du moins a été vidé de sa substance. C'était suite à l'affaire de Tegentorin où les puissances occidentales ils ont dit à l'armée algérienne c'était la dernière fois que vous exécutez comme ça des otages. Vous savez, la base pétrolière là, qui a été attaquée de Tamara, ça, je crois. Et de là, en fait, ça a été une guerre de clans. Bon, je connais très bien l'Algérie. J'ai quitté l'Algérie en 93 après l'interruption des processus démocratiques et le coup d'État.
Et c'est pour ça, bon, la question algérienne, il faut la prendre avec des pincettes. Et moi, lorsque je me parle de déstabilisation, franchement, l'Algérie est déstabilisée. L'Algérie n'est plus la puissance que c'est. Il faut qu'on arrête un peu de vivre avec le mythe de la Mecque, des révolutionnaires, tout ça. L'Algérie, elle est rentrée dans le rang. On a l'armée française qui fait ce qu'elle veut dans le sud algérien, dans le regard, tout ça. Et franchement, l'attentat qu'il y a eu, moi je prends avec des pincettes parce que Aït Ahmed, de toute façon, pas Aït Ahmed, comment s'appelle le chef de cabinet là, je me rappelle plus son nom. Et il a dit, de toute façon, soit vous allez aux élections, soit c'est le terrorisme. C'est juste, on va encore gouverner par la peur. On va forcer la main encore des Algériens parce qu'il y a un mouvement de boycott très important. Et on va juste leur forcer la main d'aller aux urnes, tout simplement. Ce que je pense. Voilà. Merci Manji pour ton avis. Effectivement, il y a des échéances électorales bientôt, législatives, donc en Algérie. Pour le mois de mai, je crois, hein, c'est ça, Youssef? Oui. Je dis pas de bêtises, c'est le mois de mai. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a toute une campagne qui s'organise ici aussi en France. Alors c'est marrant parce que il y a des députés qui se présentent ou qui se représentent. Le problème, c'est qu'ils sont connus de personne. Bon, écoute, moi je veux bien, moi j'attends bon, il paraît que je vais recevoir quelques-uns, mais la première question que je vais leur demander, c'est pourquoi on vous connaît pas, quoi. Il y a quand même un sérieux problème. Allez, on va passer maintenant à bien j'aime ou j'aime pas, messieurs, avant vos coups de cœur et avant la Libertad. J'espère même pas trop me faire engueuler comme la semaine dernière. Allez, on y va, c'est parti. Le j'aime ou j'aime pas. J'aime pas ou je m'en fous, hein, évidemment. N'hésitez pas aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Alors, êtes-vous musulman? C'est la question qui a été posée au fils de Mohamed Ali, qui a été retenu à son retour aux États-Unis. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui. Ouais. J'aime pas. Mohamed Ali Junior. Ouais. Oui, visiblement, non, on n'aime pas, ça c'est évident. Et donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça arrive à tellement de gens, ça. Mais bon, là, on a eu la chance que ça tombe sur une star, du coup, donc on en parle. Et que ça permet de mettre un peu la lumière sur cette chasse aux musulmans qui se fait dans les douanes américaines. Bien sûr. Bon, en fait, cette question, êtes-vous musulman, on me l'a posée ici à l'école en France, donc moi, elle me choque pas. Je veux dire, je vais régulièrement aux États-Unis, donc bon, moi, je suis abonné, donc je connais même ma page au service d'immigration américain, je connais les questions par cœur, c'est même moi qui mets à jour les informations en disant, hey Coco, tu t'es trompé, faut mettre ça à jour. Par contre, cette question, êtes-vous musulman, oui, elle est tellement pathétique et vraiment pathologique. Enfin, moi, ça me renvoie, oui, au collège, au lycée, Yasser, es-tu musulman, Yasser, es-tu pratiquant, tu vois, donc, non, j'aime pas du tout, non. C'était les Oscars cette nuit, ça vous a pas échappé? Oui. Et les stars portaient, ou certaines stars portaient un ruban bleu pour protester contre Donald Trump. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les bobos. Les bobos des Oscars, ça me fait rire. Non, je pense qu'il y a surtout à retenir des Oscars, c'est l'Oscar du meilleur film donné à Moonlight. Bourde. Ouais, et puis la bourde énorme. Ah, la bourde d'avoir dit La La Land, et en fait, c'était Moonlight. Et on a vu d'ailleurs, aujourd'hui, la presse française est dégoûtée, hein. Ouais. Il y a des titres où ils disent, oui, dommage pour La La Land, dommage. Enfin, ils sont tristes pour La La Land. Je crois qu'ils sont tristes parce qu'il faut savoir que Moonlight, c'est un casting entièrement de noirs américains. D'acteurs noirs. Premier acteur musulman aussi. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Premier acteur musulman, d'ailleurs, qui en a profité pour parler de la discrimination qu'il subissait, de l'islamophobie qu'il subissait aux États-Unis. Ouais. Yasser? Bah écoute, moi ça me rappelle, toute proportion gardée, c'est quand il y a eu l'élection de Sadiq Khan à la mairie de Londres. Bon, pareil, ça a été le dégoût total des élites françaises. Pour eux, voilà, un musulman, voilà, d'origine sud-asiatique qui vient, qui prend la mairie. On a même eu un tir une hystérie de Finkielkraut disant voilà, c'est que on voit que les rapports de domination ne sont pas prêts de s'estomper parce que les uns et les autres les assument parfaitement. Donc, on a jugé l'un ou l'autre en fonction de la couleur de peau. Le film Moonlight a été meilleur, point barre, il a gagné, on passe à autre chose. François Fillon dénonce un climat de quasi-guerre civile contre lui, Macron et Le Pen, concernant en tout cas les problèmes qu'ils ont eu lors de leur meeting. Voilà. Espèce d'imposteur. Ça fait des années qu'il alimente le climat de haine en France, qu'il a contribué à cliver la France, justement avec ce discours raciste et haineux vis-à-vis des citoyens de confession musulmane. Mais ça rejoint en fait un petit article que j'avais relayé sur Twitter. C'était justement après sa rencontre avec Sarkozy, il lui a dit il faut que tu tailles de déclaration choc en déclaration choc, justement pour passer sous silence la polémique. Là, il est vraiment dans une stratégie. Demain va nous dire menace nucléaire dans les mosquées de France. Faut pas être surpris. Il est vraiment, voilà, c'est une surenchère qui va maintenir justement pour faire taire la polémique qui concerne, ou plutôt, voilà, j'espère qu'il finira devant les tribunaux
et le voir même demander à ce que l'agenda politique prenne le dessus sur l'agenda judiciaire, en gros que les procédures judiciaires ne ciblent plus les candidats quand ils sont en campagne. Voilà, vraiment, cette 5e République est vraiment moribonde. Vraiment, là, ils sont vraiment complètement déconnectés de la réalité. Imposteur, François Fillon, Youssef? Non, mais après, voilà, sa dernière, à mon avis, je crois que c'est sa dernière manœuvre. Je crois qu'à mon avis, dernière cartouche? Ah ouais, là, je pense qu'il pourra plus rien sortir d'autre, là, parce que là, il est parti un peu trop loin, là. Non, tu verras, menace nucléaire, non. Bah, après, franchement, je vois pas ce qu'il pourrait dire, là, en plus. Si la semaine prochaine, on a ça, Yasser, franchement, alors là. Non, ou des arsenaux dans les mosquées, on arme les gens. Un truc en rapport avec les mosquées. Un truc en rapport avec les mosquées. Non, t'inquiète pas, il y aura un truc sur les mosquées, ça c'est bon, ça c'est le joker habituel. Non mais je note. Tiens, France, 153 parlementaires demandent à François Hollande dans une lettre ouverte de reconnaître l'État palestinien avant la fin de son mandat. J'aime pas ou je m'en fous. Bon, je crois que c'est lié avec nos chroniques. Je pense que là, vite un truc pour les Arabes. Vite, sinon on va perdre. C'est comme ça que je le traduis personnellement. Ouais. Faut le traduire comme ça, parce que évidemment la Palestine ils en ont vraiment rien à faire. Ils en ont jamais. Enfin voilà, ils ont eu 5 ans pour le faire. 5 ans pour faire ces tribunes, 5 ans pour demander à Hollande de se bouger. Ils auraient pu aussi demander à Hollande de ne pas interdire les manifestations pour Gaza justement. Donc là c'est clairement une manœuvre électoraliste pour essayer d'attraper quelques voix des quartiers populaires comme toujours. Très bien, donc on n'aime pas alors. Non. France, tiens, un institut de recherche, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, un institut de recherche préconise l'adoption de l'Aïd el-Kébir comme jour férié. Vous avez entendu parler de cette affaire? Bah, ce serait bien, ça. Du coup, il prendrait exemple sur la ville de New York, par exemple, qui a rendu déjà ce jour férié, et franchement, ça serait tout à fait logique. Je vois pas, Non, mais même d'un point de vue économique. Je veux dire, les chrétiens fêtent Noël, les juifs fêtent Hanouka, les musulmans fêtent l'Aïd. Hanouka, c'est pas un jour férié, ça t'aurait pas échappé. Non, mais je veux dire, chaque communauté a son jour de fête. Ça veut dire que lorsqu'il y en a une qui est en jour férié et qui se repose, l'autre travaille. Moi le premier, ça me dérange pas de travailler à 25 décembre. Ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir mon jour off. Bon, maintenant, voilà, je pense que je l'ai automatiquement. Mais je pense qu'on est des millions à avoir un jour de repos. Le jour de l'Aïd, ça veut dire, pendant que les personnes qui sont pas de confession musulmane travaillent, les musulmans renvoient l'appareil en travaillant le jour de Noël. Ah oui, c'est un espèce d'échange, quoi. Non, mais ça arrange tout le monde, ça évitera d'avoir tout le monde au repos. Ouais, mais je pense qu'ils le font jamais, à mon avis. Mais non, parce qu'au nom de la laïcité, etc. On n'a pas ce pragmatisme économique. Sauf que le calendrier n'est pas laïque, je tiens à le dire. Oui, bien sûr. Tu regardes les jours fériés, c'est que des fêtes religieuses. Ouais, puis c'est le calendrier grégorien de l'abbé Grégoire, quand même. Ouais. Et donc, non, mais c'est clair. Après, je pense aussi qu'il y a aussi un autre enjeu pour nous, d'un point de vue identitaire, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait transmettre à nos enfants cette fête, notre religion, nos valeurs, etc. Et ça, je pense que l'État français, enfin les élites françaises telles qu'elles sont faites aujourd'hui, qui sont clairement islamophobes, elles ne l'accepteraient pas, en fait. Même si ça profiterait économiquement. Bon, on aime alors. Tiens, salon de l'agriculture qui a démarré samedi à la porte de Versailles. Retour de l'Algérie, Youssef, après 25 ans d'absence. Au salon de l'agriculture? Eh oui, l'Algérie y est. Ah ouais, ça m'a échappé ça. Non, j'ai pas vu. Bon, alors on aime pas. On s'en fout. D'accord. Non, si, on aime. Mais t'as raison de t'en foutre. Pour promouvoir les produits locaux. C'est ton choix. Mais bon, on me consomme. Ouais. Il y a le Maroc aussi. Après, j'espère vraiment que, par contre, ce qui serait intéressant pour l'Algérie, là, pour le coup, avec le salon de l'agriculture, c'est qu'elle prenne un peu exemple, sur l'agriculture. Parce que c'est une catastrophe, l'agriculture algérienne. Faut savoir que l'Algérie importe tout. Comment elle s'appelle la vache dans le film La Vache? Ah, je l'ai pas Jacqueline! vu. Ah ouais? Vous avez pas vu le film La Vache? Non. Non. Faut le voir, les gars. J'ai du mal avec les films gnangnan. Mais si tu me dis qu'il est bien, franchement, il est bien. D'accord. Justement, ça parle d'agriculture. Il se rend au salon d'agriculture avec Jacqueline. Oui, c'est ça, ouais, elle traverse la Méditerranée et tout. Et puis tiens, juste pour la petite info et pour finir, selon un dernier sondage qui est paru là, je crois, ce matin ou hier, Le Pen arriverait en premier tour avec 27%, Macron 25% et Fillon est en troisième place avec 20%. Bah du coup, on comprend les déclarations sur la guerre civile. D'accord. Et Hamon 14 et Mélenchon 10. Voilà. Ça c'est le dernier sondage en date au jour d'aujourd'hui. 10 pour Mélenchon? 10 pour Mélenchon. Ah bah, il décolle pas, il décolle pas du tout. Bah c'est Hamon. Hamon il est en train de le tuer quoi. Ouais, enfin Hamon il a toujours été aux alentours de 13-14. Ouais, mais l'existence de Hamon, en fait il est sur le même terrain. Ouais. Économique, même dans le discours, etc. Oui, mais au détriment de Hamon, c'est que lui il a pas l'appareil du système, il a pas l'appareil du parti. Oui, c'est vrai. Alors que Mélenchon lui il a. Ah c'est clair. Ouais. C'était le j'aime ou j'aime pas messieurs pour aujourd'hui. Avant de passer, on va tout de suite passer d'ailleurs à vos coups de cœur si vous le voulez bien. Comme ça, hop, on enchaîne. Coup de cœur de Youssef Brakni et de Yasser Louati. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Allez Yasser, on va commencer par toi là pour le coup de cœur. C'est une nouvelle émission dont tu souhaites nous parler. Exactement. Donc personne, tous ceux qui nous écoutent savent que je suis toujours enthousiaste quand je vois des nouvelles initiatives. Oui. Bon, encore une fois, c'est les femmes qui innovent encore une fois. Donc je vais parler de Nadia Lazouni qui lance son émission
The Nadia Lazouni Show. Donc c'est une émission, c'est un talk show qui parlera. Ça, non? Ouais. Oh, ben c'est un petit peu le concept des talk shows, non? Je pourrais appeler mon émission The Christopher Fraud Show. Bien sûr, exactement, The Chris Show, tu vois. Et là, ça, tu verras. Donc, mais exactement, peut-être revoir avec la direction de la radio si on peut pas le changer. En tout cas, j'adresse mes encouragements à Nadia Lazouni qui lance sa propre émission. C'est vraiment un projet qu'elle a lancé d'elle-même, qu'elle a ficelé d'elle-même. Elle a tout monté avec du brick et du vraiment avec des tout petits moyens. Donc c'est pas un déshonneur pour elle de commencer toute seule comme ça et de manière vraiment presque isolée, puisqu'il n'y a pas grand monde qui l'a soutenue, mais elle a quand même réussi à mettre en place un concept. Elle a commencé ses premières interviews, ses premiers tournages, elle a lancé sa vidéo, le teaser, je crois il y a quelques jours. Donc maintenant, j'espère que nos éditeurs iront sur la page de Speak Up TV pour liker la page et aussi prendre connaissance du projet et bien entendu de regarder l'émission et de la partager. On a besoin de soutenir nos femmes lorsqu'elles font des choses aussi innovantes. Donc bon courage à Nadia Lazouni et j'espère que tout le monde sera là au rendez-vous. C'est sur internet, hein? Elle a une chaîne YouTube, donc Speak Up TV. Elle est sur Twitter et elle est sur Facebook. Donc Nadia Lazouni, Speak Up TV. Très bien, on encourage, on regardera et on jugera après. Youssef, tu souhaitais nous parler d'un parti politique. Oui. Alors voilà, donc pareil, ça fait écho à mon avis tranché. C'est que effectivement, donc je dis qu'au niveau national, faut pas répondre aux appels à faire barrage, au moindre mal, etc. Mais en même temps, au niveau local. Comme le disait Malcolm X, si on a une cible devant nous, on peut utiliser notre bulletin de vote. Au niveau local, il y a des partis qui se lancent là, notamment un donc du coup qui s'appelle le Parti français et musulman, et qui est un parti avec des membres qui sont issus des quartiers populaires et qui se lance là notamment pour les législatives. Si je peux te reprendre, Youssef, c'est pas vraiment la création d'un parti, on va dire que c'est une dissension, une division entre deux membres qui avaient créé un parti à l'époque. UDMF, tu veux dire? UDMF. Oui. Donc voilà, il y a deux hommes qui se sont plus entendus visiblement, dont un qui a essayé de prendre le pouvoir ou l'autre, peu importe. On n'est pas là pour porter des accusations. Bref, force est de voir que c'est bien, ça émerge, mais qu'encore il y a cette division qui est toujours présente et regrettable. Oui, c'est vrai. Après ça, c'est leurs histoires internes. Oui. Il se trouve que ça influe quand même. Ouais, c'est clair, ouais. Mais il se trouve que ils ont réussi à à se présenter sur plusieurs circonscriptions, notamment en Île-de-France essentiellement, mais aussi dans l'est de la France, je crois, il me semble, et dans le sud. Et donc voilà, c'est quand même bien à soutenir. Ça vient des quartiers populaires. Ça peut être une partie de la réponse, mais pas toute la réponse, mais ça peut être une des réponses. Alors je me souviens à titre juste d'exemple concret, quand on avait reçu le DMF, et beaucoup d'auditeurs qui étaient intervenus pour interroger donc l'invité qui était là en question, vraiment portaient une certaine gêne sur le fait qu'on mette musulman dans un parti politique. Et ça gêne beaucoup de gens. Et c'est peut-être une barrière, un handicap pour un parti qui veut mettre le mot musulman. Voilà. Oui, et de la part de musulmans qui critiquent donc ça c'est pas étonnant. Voilà. Parce qu'il y a différentes stratégies dans la communauté musulmane. De toute façon, elle n'est pas unique, la communauté musulmane, elle est diverse. Donc c'est normal. Alors, merci messieurs. Avant la pub et avant surtout les 10 minutes Libertad, je voulais vous parler un petit peu et prendre la direction de l'Allemagne, où après donc l'arrivée de nombreux migrants en 2015 et en 2016, les débats se focalisent donc aujourd'hui sur le durcissement de la politique migratoire, l'expulsion des personnes déboutées de leur demande d'asile ou encore la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce contexte que les attaques racistes dont sont victimes les réfugiés ont été comptabilisées pour la première fois d'ailleurs en 2016 et les résultats sont impressionnants. Près de 10 attaques par jour, tel est le bilan dressé par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2016. Au total, 3500 actes de violence contre des réfugiés, des demandeurs d'asile ont été commis l'an dernier. 560 personnes ont été blessées lors de ces attaques, parmi elles 43 enfants. Je m'en arrête là. Voilà un petit peu ce que l'on a comptabilisé sur des actes racistes recensés en Allemagne contre les réfugiés. Un petit mot là-dessus, messieurs? Oui, c'est pas étonnant. Ça a commencé en fait avec, vous vous rappelez la fameuse affaire d'Hambourg et de Cologne, les fameux viols pour le Nouvel An, et tout ça s'est avéré comme étant faux, comme une grosse manipulation en fait, y compris avec des complicités dans la police et des mouvements d'extrême droite. Et en fait, ils ont réussi leur coup, puisque le mal est fait maintenant.
même si aujourd'hui on sait que c'était complètement manipulé et faux, alors que les Allemands étaient plutôt très accueillants, étaient plutôt très favorables à l'accueil de réfugiés, notamment des réfugiés syriens. Eh bien, ça a marché parce que du coup maintenant il y a vraiment une haine qui est montée et Angela Merkel a dû faire face à la perdue dans son bastion. Face à un groupe qui était plus à droite que son parti, que le CDU, et donc ça marche vraiment cette histoire de stigmatisation, et alors que pourtant l'Allemagne, bon, économiquement c'est plutôt un pays qui va bien, et pourtant aussi l'Allemagne a besoin de ces réfugiés. Il faut savoir que l'Allemagne est un pays qui vieillit. Ils ne font plus d'enfants. C'est un pays qui va avoir un très gros problème de renouvellement des générations, et eux ils ne peuvent pas faire sans l'immigration, c'est impossible. Ils sont obligés d'avoir recours à l'immigration. Yes sir. De toute façon, oui, il y a eu le coup de com de Merkel justement sur la question du vol intégral. Puis en fait, elle a voulu plaire à l'électorat de droite, voire d'extrême droite. Mais maintenant, moi, le fait qu'on s'en prenne aux réfugiés et que des chiffres aussi alarmants soient publiés, franchement, je suis absolument pas surpris. Quand on voit les manifestations de masse qui ont été organisées aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre et même en France, quand on voit que le discours dominant, c'est qu'ils sont là pour nous envahir, en oubliant la responsabilité de l'Occident justement sur l'armement des différents régimes qui poussent ces personnes à traverser le désert et la mer et même à risquer leur vie, sur le fait que par exemple il y a même un business qui s'est mis en place, c'est le marché des réfugiés, à savoir les barrières, à savoir les drones, à savoir l'armement des polices, à savoir les services de sécurité aux différents postes de frontières. Malheureusement, l'Europe encore une fois fait place à une honte historique, et moi je doute que ça va pousser à l'adoption d'un nouveau discours, puisque le discours qui a le vent en poupe en ce moment, c'est justement la diabolisation des réfugiés et non pas la prise en considération de pourquoi est-ce que ces personnes-là risquent leur vie pour venir chez nous. Très bien. En tout cas, voilà, je souhaitais vous en parler parce que c'est vraiment absolument incroyable ces chiffres donc d'actes racistes envers les réfugiés, les demandeurs d'asile. Donc en Allemagne, c'est 10 attaques par jour qui ont été recensées par le ministère allemand. Absolument incroyable. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2, seule radio à vous proposer ce dispositif. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous dire ce que vous voulez en toute liberté. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, je ne sais pas qui vous êtes, juste votre prénom et votre ville d'appel, c'est ce qui m'intéresse. Pas de monologue, il suffit de parler si vous souhaitez donner votre avis. Engueuler Yasser et Youssef, ça changera. Et puis me brosser un peu dans le bon sens du poil, ça fera du bien aussi. Donc 01 40 33 9000, à tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. On est, en tout cas, nous, des courageux ici. On se cache pas derrière des claviers, on se cache pas derrière, les réseaux sociaux pour parler, échanger. Non, nous, on donne la parole ici. Libertad, France Maghreb 2. Yasser Louati, Youssef Brakni, ils sont là. On vous accueille au 01 40 33 9000 en toute liberté. Allez-y, c'est parti. Je décroche. Je ne sais pas qui est de l'autre côté du téléphone. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, votre prénom, ma chère madame. C'est Jamila, voilà. Jamila. Je sais pas pourquoi commencer, Christophe, tout simplement par le football, parce que j'ai deux choses à dire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, si t'as pas vu, Christophe, le but de Zlatan, magnifique. Ouais. C'est le meilleur pour moi. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Le gaulliste, Christophe, il est mort depuis le début de la maladie de notre père, Jacques Chirac. Vu ce qui se passe avec Fillon, mes 4 millions, et le reste en dehors des 4 millions, il y a d'autres Français aussi. Bon, bref. Merci. Je passe à autre chose. Vite, excusez-moi, vite, pour qu'il y ait du monde qui passe un maximum. Oui, tout simplement, il a fait une faute à ne pas se rallier, monsieur, qu'on s'appelle Mélenchon. Parce que pour moi, c'est vrai, il faut, parce que c'est stratège. Il faut être ensemble pour faire barrage. Moi, je fais partie des gens comme ça. Parce que ça n'a jamais vu de tel que la France passe. C'est pas terrible. Merci, Jamila. Voir, en première position, Marine Le Pen. C'est-à-dire, il l'a raté de près, monsieur Mélenchon. Merci beaucoup, Jamila. En parlant de foot, moi je résiste pas à me présenter toutes mes condoléances au public marseillais, évidemment. 5-1, ça fait mal. Yasser, ça va? Tu t'en es remis? De quoi? Pardon? Quoi? 5-1, vous avez mis hier. Il y a un joueur qui a dit on n'a pas respecté Marseille. Qui a dit ça? Comment ça on n'a pas respecté? Mais non, personne n'a dit ça. Si, il y a un joueur de l'Olympique de Marseille qui l'a dit. Ça doit être Evra, il dit beaucoup de conneries en ce moment. Evra, ouais. Allô, bonsoir. Allô, une fois, deux fois. Y'a personne, ok, très bien. 01 40 33 9000. Non, Evra, il a dit en fait que le seul qui avait été bon, c'était le public.
Voilà. Non, il a dit on n'a pas respecté l'Olympique de Marseille. Oui, on n'a pas respecté l'Olympique de Marseille. Les joueurs, on n'a pas joué. Voilà. Le seul à être bon, c'est les supporters. Il croit qu'il va les calmer comme ça, mais je crois pas. Ils ont quitté le stade, le problème. Donc oui. 5 minutes avant le match, il n'y avait plus personne dans le stade Vélodrome. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Christophe. Bonjour, prénom et ville d'appel. Abou Haza de Paris. Salut Abou Haza, comment ça va? Ça va très bien et vous? On t'écoute, cher ami. Oui, c'est pour faire un coup de gueule pour les marabouts et les voyants qui passent à la radio. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est entendu mon ami. Salut Abou. Merci. 01 40 33 9000. Moi j'adore ces coups de gueule un peu hypocrites parce que je vais vous dire franchement, très honnêtement, je regrette de voir que dans certaines émissions très intéressantes, les appels peinent à venir. Quand il s'agit tout de suite d'un voyant qui est là pour raconter des conneries, on est tous d'accord. Vous êtes tous en train d'appeler, donc l'hypocrisie, ça suffit. Allô, bonjour, 01 40 33 9000. Non mais c'est vrai, hein. Je veux dire, les émissions qui font le plus d'appels à la radio sur un 08, un numéro surtaxé, c'est les voyants. Ouais. Donc arrêtez de venir comme ça me faire la leçon. Et c'est des gens de notre en l'occurrence, me faire la leçon à moi qui ne suis en aucun rien responsable des programmes de cette radio, qu'on se le dise tout de suite, c'est pas ma radio. Je suis juste employé et payé par la radio. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est au responsable et pas à moi. Arrêtez de m'emmerder avec ces conneries. Allô, bonjour. Non. Oui, bonjour. Bonjour, prénom et ville d'appel. Oui, c'est BKM d'Orléans. Salut à toi, on t'écoute mon ami. Orléans, juste à côté, pas la Nouvelle-Orléans. Non mais j'ai compris, hein, t'inquiète. C'est comique en plus. Hier, j'ai rêvé d'être... j'ai été poursuivi par un kebab. Ok, ça va de mieux en mieux, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est quoi ton vrai truc à dire? C'est ça en fait, c'était le kebab. Il y a un bon kebab, c'est Bella qui font un bon kebab sur Orléans. Ah d'accord, et c'est où le bon kebab sur Orléans? C'est à Fleury-les-Aubrais exactement. À Fleury-les-Aubrais, ça s'appelle comment? Bella, d'accord. Ouais, Bella. Ok, mon pote. Bon courage à vous. Merci et bon appétit, hein. 01 40 33 9000. Oui. Bah écoute, hein, Bella, voilà, à Fleury-les-Aubrais, on ira y faire un petit tour lorsqu'on ira faire notre petite tournée LGF, parce on va faire une petite tournée LGF là bientôt. Pour aller dans les différentes villes dans notre bassin de diffusion, donc on ira faire un petit tour du côté de Fleury-les-Aubrais. Je sais pas si c'est loin d'Orléans, Fleury. Si, un petit peu quand même. Fleury? Ouais, faut prendre la voiture pour y aller. Ouais, quand même. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, prénom et ville d'appel. Oui, Reims, Ramad. Ramad de Reims, on t'écoute. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, les questions de racisme, c'est vrai que les questions de racisme, ça existe partout. Ouais. Donc voilà, et puis j'aimerais dire un peu sur les réfugiés et tout ça. Donc à l'époque, quand je suis arrivé en France, ici c'était en 2009, donc je me suis fait contrôler par les polices et tout ça. À l'époque, je parle pas bien français, hein. Donc il y a 3 policiers qui m'ont contrôlé à Montgeron. Ouais. Donc oui, à Montgeron, et puis voilà, donc c'était vers 20h comme ça, ils m'ont contrôlé, c'était en 2009, donc ils me disaient que monsieur, vous parlez quelle langue et tout ça. Moi, je dis, je parle un peu de français et puis arabe et tout ça, donc il y a un collègue là, un policier, il me dit, ah, ça c'est une langue de chien, et puis après, voilà, il me dit, ouais, moi, je parle 3 à 4 langues. Donc moi, j'ai dit, comme je parle pas bien français, voilà, donc il a dit, la langue allemande, c'est la langue de chien et tout ça, donc il commence à me perturber un peu, quoi. Donc voilà, et puis par rapport à l'ONU et tout ça, donc il y a pas d'humanisme dans le monde. Il n'y a pas d'humanisme. Donc s'il y avait un humanisme, donc pourquoi les Syriens ne vont pas les aider? Ça fait combien d'années? Comment on appelle Oui, merci monsieur, on a bien compris votre propos en tout cas, parce que voilà, faut qu'on enchaîne quand même. Merci beaucoup en tout cas monsieur, et bon courage. Merci pour nous avoir raconté un petit peu votre anecdote donc du côté de Montgeron en Essonne. On va peut-être prendre un petit dernier, je sais pas, 01 40 33 9000, qu'en pensez-vous? Ouais. Je sais pas, une femme, non, je sais pas, pas beaucoup de femmes dans cette émission. On l'a remarqué depuis la semaine dernière déjà. Hein. Ouais, il y a que des mecs, hein. Ça m'inquiète quand même. Hein. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonjour, c'est ça, c'est Salim de l'Essonne. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? T'es le dernier, vas-y. En fait, moi, je voulais parler de ce que disait, je voulais réagir au propos d'Ali. Ouais. Je voulais simplement lui proposer une vidéo qu'il pouvait visionner sur Internet concernant l'Algérie avec Israël. Donc, c'est une vidéo qui s'intitule Algérie, l'obsession d'Israël. Ouais, ok. Donc, c'est une vidéo, en fait, qui explique le fait que Israël, justement, s'inquiétait du fait que l'armée algérienne se modernisait de plus en plus, et BHL également qui n'y est pas étranger également.
Merci beaucoup. Salim Doleston, c'en est tout pour ce soir. Bon. J'espère que demain vous serez meilleur. Vous n'avez pas été brillant ce soir, je tiens à vous le dire. 01 40 33 9000, on remet le couvert évidemment demain. Youssef, merci beaucoup. Merci à toi. Yasser. Merci Christophe. La semaine prochaine. Lundi c'est Louati, c'est ça? Lundi c'est Louati. C'est ça. Absolument, très bien. Merci à vous les gars, en tout cas. Et dans un instant, on va retrouver l'ami Amar pour l'éphéméride, bien sûr. Le sport, pour parler encore de cette déculottée, de cette humiliation marseillaise hier par le PSG, score jamais réalisé au Vélodrome. Le PSG qui a gagné évidemment 5-1 face à Marseille. On a été gentil, on vous a accordé un but. Et on aurait pu en mettre plus, hein. C'est ça le pire. Et puis bien entendu de télé on parlera avant de retrouver William Maghrebi à 18h30 pour l'heure. Le rappel des titres de l'actualité. Marine Garel, bonsoir Marine. Bonsoir à tous. François Fillon en déplacement à Meaux chez Jean-François Copé. Le candidat de la droite réitère ses accusations contre le gouvernement, jugé passif face aux violences du week-end. Des bus de militants Front National vandalisés près de Nantes. Pour Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, François Fillon cherche à dissimuler ses difficultés derrière ses polémiques. Benoît Hamon a été chez McDonald's ce matin pour soutenir les salariés de la chaîne de restauration rapide en grève dans le 10e arrondissement de Paris. Ils veulent obtenir de meilleurs salaires, plus de droits syndicaux et ils protestent aussi contre le fait que McDonald's ne paie pas d'impôts en France mais au Luxembourg. Après l'échec des négociations avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat socialiste à la présidentielle tente de lancer la phase 2 de sa campagne avec son soutien écologiste Yannick Jadot. Il avait qualifié la présence de rhum, d'urticante et d'odorante à Nice en 2013. Jean-Marie Le Pen a de nouveau été condamné en appel à Aix-en-Provence à 5 000 € d'amende pour provocation à la haine et à la discrimination. Une scène de guérilla urbaine, c'était mi-janvier à Juvisy en Essonne. 7 d'entre eux sont jugés depuis ce matin au tribunal correctionnel d'Evry. 7 jeunes, 7 autres, des mineurs, vont comparaître un peu plus tard devant un tribunal pour enfants. Le littoral atlantique en vigilance orange à l'exception du Morbihan. 7 départements placés en alerte à partir de la nuit prochaine. En cause, les grandes marées cumulées avec de fortes vagues. Il y a des risques de submersion sur les parties basses des côtes. À l'étranger, la Syrie, alors que les discussions intersyriennes piétinent à Genève, l'armée syrienne a entamé une opération militaire pour chasser les combattants des groupes terroristes et du quartier d'Al-Kaboun, c'est en banlieue est de Damas. Sport, et notez que la Coupe du Monde de rugby féminin aura lieu du 9 au 26 août prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.